1 heure, tu as 1 heure, c'est pas une interview, tu as tout ton temps. On va parler physique, on a 3 questions plutôt sur les changements climatiques, l'impact, et la ressource, l'énergie, la montagne. Et la montagne, ça t'est cher, je le sais. Et ensuite, 7 questions sur l'économie. Donc, nous passons en version question pour un champion. Et non, qui veut gagner des millions? Parce que ça aussi, c'est un truc que tu as dans tes confs. Mais moi, j'ai dit, c'est question pour un champion. Il y en a 10. J'ai jamais réussi à faire en sorte que dans les émissions de jeu, il y ait des questions qui portent sur l'environnement. J'avais essayé d'en parler à Fabrice Bonifay, justement, parce que Fabrice Bonifay est directeur du développement durable du groupe Bouygues. Bouygues a un tout petit média qui s'appelle TF1, oui, qui faisait un tout petit jeu à grande audience à un moment, qui veut gagner des millions, et on n'a jamais gagné des millions en répondant à des questions sur l'environnement. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Bon, t'inquiète, on fera un post à 450 000 vues et on va lancer cette idée. Alors, Jean-Marc, je vais faire une biographie hyper courte. Si vous voulez la longue et la non autorisée, elle est dans l'Express. Et, et on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Alors, Jean-Marc, tu es ingénieur, passé par Polytechnique, Télécom Paris. Tu as, pour l'ADEME, conçu le bilan carbone et depuis tous ces sujets de carbone, tes véhicules pour décarboner l'économie, c'est à la fois le Shift Project, dont tu es président, et à la fois Carbone 4, dont tu es cofondateur. Et tu préfères qu'on parle de tes sujets plutôt que de ta personne, et c'est ce qu'on va faire. Mais je vais quand même dire que tu es très engagé auprès des étudiants, donc j'ai déjà parlé des je ne sais pas combien d'heures de cours à Mines, mais c'est quand même accessible gratuitement tout le temps sur YouTube, donc franchement, pourquoi s'en priver? Tu es engagé pour tous les publics d'ailleurs, la preuve. Excellent vulgarisateur, page pub, je sais ils sont là, mais ils sont là aussi. Magnifique, 1,5 kg. Voilà. Et l'autre, plus léger, mais néanmoins très très important également, que tu as coordonné. Moi j'ai pas fait grand chose là, j'ai fait la préface. Ouais. Genre il est modeste aussi. Il a fait la préface. Donc je ne te poserai pas des questions dedans, mais en... je l'ai lu, je sais ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. Moi aussi, je l'ai lu 2 fois parce que je n'avais pas tout compris. Mais n'empêche, sérieux, il y a des pages sur l'industrie qui sont vraiment... qui valent le déplacement. Donc, je vous engage à... Je fais un peu de pub. Hein. Ce que vous avez fait pour sauver la planète aujourd'hui. Nous, on a invité Jean-Marc Jancovici. Alors, donc, planter le décor. Côté climat, on est en train de... Mais ce n'est pas la bonne échelle, pas les bons ordres de grandeur. Les règles du jeu de l'industrie sont en train d'évoluer. Alors, comme j'ai préparé cette conf, ça se voit pas, mais quand même, j'ai regardé tout ce qui se passait au niveau européen. Et il se passe plein de trucs pour une industrie zéro carbone. J'ai lu ça, je me suis dit, mais ils l'appellent déjà zéro carbone. Le truc, il n'existe pas. Ça m'a gratté aux entournures. Zéro émission, hein, ils disent. Et ça parle déjà d'arbitrage. Alors, je ne sais pas si tu as lu un article dans Le Monde. Moi, j'ai lu beaucoup Le Monde, le matin au petit-déj. Je vais vous lire la phrase parce que moi, elle m'a fait réagir. On est en train de subventionner l'industrie de demain et de faire gagner en compétitivité l'Europe. Donc c'est ça l'objectif. Et il est question de la compatibilité de ces mesures avec le Green Deal déjà. Donc moi, je lis, hein. Et 2 points, ouvrez les guillemets. Ces projets industriels stratégiques bénéficieront de conditions avantageuses. Bon, jusque-là, on est tous contents. Ils pourraient même être déclarés d'intérêt public. Waouh! Ce qui, explique la Commission, signifie, la Commission européenne, hein, qu'ils ne pourront pas être empêchés pour des raisons environnementales. Alors là, c'est chaud. Non, mais j'ai pas rêvé. Il y a une contradiction monumentale. Tu rigoles. J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? J'ai pas rêvé. Je ne sais pas, j'ai pas lu cet article du Monde. Je te l'envoie. Et voilà. Je te l'envoie. Ouais. Après, j'ai suffisamment fréquenté les journalistes pour savoir que c'est pas dans l'article qu'il faut regarder. C'est dans les textes eux-mêmes de la Commission européenne. Voilà, il faut remonter à la source pour voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien encore. Hein. Donc de toute façon, ça se contredit. Non, mais je veux dire, il faut regarder le communiqué de presse de la Commission pour voir exactement quel est le verbatim exact. Oui. Parce que je sais que tout résumé est déjà une déformation. Donc, c'est un peu... Alors, on va entendre des trucs qui remettent les... Hein? Ouais, on va... Alors, tu as dit question, mais d'abord, j'ai un rapide quiz à la salle, parce que je voudrais voir si vous êtes réveillés. Qui a lu le PTEF? Ok. Qui a lu Le Monde sans fin? Dès qu'il y a des images... Bah, c'est bien pour ça qu'on en a mis. Bah oui, bien sûr.
Quand même, un best-seller mondial. Il y a aussi des images dans le PTEF. Hein. Oui, il y en a moins, mais il y en a aussi. Et il y en a aussi dans l'entreprise contributive, et c'est moi qui les ai faites, et c'est pour ça que c'est pas aussi bien que celle de Blain. Il n'y a pas à tortiller. Question vraiment importante. Combien l'industrie pèse-t-elle dans notre PIB ? Pas de la région de la vallée de l'Arve, hein, ça on vous l'a dit tout à l'heure, si vous avez retenu. Oui. Oh, ils sont... ouais, bien, 13%. Mais c'est bien, je suis contente, vraiment, ils sont bien. Alors, à toi. Donc, 3 questions physiques. Première question, très macro, impact climat globaux. Avec ton amour pour la montagne, tu peux contextualiser ici, tu peux nous parler des Alpes, de l'eau, des températures. Que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? Alors, que se passe-t-il ? Vous l'avez déjà constaté, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous avez constaté que le climat est en train déjà de changer, qu'il y a globalement une couverture du manteau neigeux qui est en train de diminuer, et du reste, ça a été particulièrement marqué cet hiver. Vous pouvez constater que le printemps arrive plus tôt. Vous pouvez constater que les étés sont plus chauds. Et là aussi, vous n'avez pas besoin de moi pour tout ça. Voilà. Des choses que vous ne constatez pas quand vous êtes dans la montagne, mais qui arrivent également en ce moment, c'est que le niveau de l'océan est en train de monter. Alors il monte parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, exactement comme le métal. Et le niveau de l'océan monte également parce que vous avez un petit morceau de la mer de glace et un petit morceau du glacier des Bossons qui, une fois qu'il a fondu, se retrouve dans l'océan. Et puis c'est valable pour tous les glaciers du monde. Et c'est également maintenant valable pour le Groenland, qui a commencé à fondre depuis une vingtaine d'années, avec des mécanismes et ce qu'on appelle des rétroactions, c'est-à-dire le phénomène qui agit sur lui-même, qui font que ces rétroactions, que maintenant, à partir de maintenant, quoi qu'on fasse, le Groenland ne s'arrêtera plus de fondre. Donc la question est simplement de combien il va fondre et à quelle vitesse, mais le coup est parti et on va se retrouver d'ici quelques siècles avec 3 à 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial à cause de la fonte du Groenland. Ce que vous pouvez constater également, c'est que le pilier des Drues est descendu. Et ça, c'est la fonte du pergélisol. Vous savez que vous avez en montagne un isotherme zéro, hein, ça je pense que ça vous parle. Cet isotherme zéro est plus bas l'hiver, plus haut l'été, mais jusqu'à une époque récente, il remontait rarement au-delà de 4000 mètres. Ce qui veut dire que l'essentiel de la montagne se situant au-dessus de 3000 ou 3500 mètres, en fait le sol était gelé en permanence. Et le réchauffement climatique est en train de dégeler le pergélisol qui se trouve en montagne. C'est ça qui provoque de manière accélérée des éboulements, dont la chute du pilier des Drues, là, et maintenant, et toutes les voies mythiques qui étaient dessus sont parties à tout jamais, a été un exemple très emblématique. Et il va malheureusement y en avoir d'autres. J'en profite pour faire un petit coup de pub. Dans les publications du Shift Project, vous avez un cahier spécial montagne. Alors ça ne concerne pas tellement les industriels, mais ça concerne les élus, qui a été fait à destination des élus locaux. On a démarré il y a 1 an et demi un projet qui s'appelait Résilience des territoires. C'est un projet dans lequel on avait essayé de regarder qu'est-ce que ça voulait dire pour un territoire local de se confronter au double défi du changement climatique et de la diminution croissante, pardon pour cette expression un peu malheureuse, diminution croissante, de l'approvisionnement en ressources naturelles. Donc dit autrement, je suis un élu local d'une commune. À l'avenir, il va y avoir moins de pétrole pour se déplacer et plus de réchauffement climatique. Et si je mets les deux dans la bassine, qu'est-ce que ça donne ? Et qu'est-ce que je peux essayer d'imaginer comme mesures qui sont à ma main pour organiser l'avenir de telle sorte que je navigue au mieux avec ces contraintes-là ? Et on a fait des cahiers thématiques dans ce travail-là qui concernent des territoires bien discriminés, parce qu'un territoire de montagne n'a pas exactement les mêmes enjeux qu'un territoire littoral. Et donc il y a un cahier qui concerne les territoires de montagne. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Donc s'il y a des gens dans la salle qui connaissent des élus locaux, vous pouvez leur conseiller cette lecture. Normalement, ils s'ennuieront pas trop. Dans ce qui concerne les territoires de montagne, il n'y a pas que les histoires de climat, il va aussi y avoir des conséquences de la décrue énergétique. Parce que vous êtes bien placé pour savoir qu'une partie, alors certes, l'industrie c'est 25% du PIB de la Savoie, mais sauf erreur de ma part, le tourisme maintenant c'est 50%. Et ces 50% dus au tourisme, en fait, c'est un enfant du pétrole. C'est-à-dire qu'avant les moyens de mobilité accessibles pour tous grâce au pétrole, avant l'augmentation du pouvoir d'achat grâce au pétrole,
Il n'y avait pas de touristes l'hiver ici. Enfin, il y avait quelques rentiers qui venaient prendre l'air à Combloux, là, dans l'espèce de pension de famille là, que vous voyez quand vous montez. Mais à part ça, il n'y avait personne. Donc en fait, vous avez aujourd'hui une manne économique qui fait aussi vivre la région, qui est une conséquence directe de l'abondance énergétique, qui est le tourisme d'hiver, et aussi le tourisme d'été du reste. Quand vous regardez l'empreinte carbone d'une station de ski, le premier poste de très loin, c'est les déplacements. C'est les gens qui viennent en voiture, et pour les stations, un rayonnement international en avion. Le deuxième poste, c'est le chauffage des appartements. Le carburant des dameuses, c'est le troisième. L'électricité des remontées mécaniques, ça vient très loin derrière. C'est cacahuètes dans l'affaire. Les deux premiers postes, en fait, c'est des postes fossiles, déplacement, chauffage. Et quand vous êtes à Combloux, un peu les héros des vaches aussi, parce qu'il reste quelques exploitations agricoles. Voilà, donc il faut manger moins de reblochons, je suis désolé de vous le dire. Non, pardon. Voilà, c'est quand Macron a dit, hein, c'est la fin de l'abondance, tout le monde a dit, on va quand même pas bouffer du comté. Donc, alors c'est pas vraiment le climat cette histoire-là, mais c'est quand même très très lié. En fait, c'est un facteur de pression sur le climat qui fait la richesse, une partie de la richesse de la région aussi. Encore une fois, à savoir le tourisme permis par 40 millions de véhicules particuliers dans ce pays et le fait que les gens aient suffisamment de pouvoir d'achat pour qu'on consacre une fraction de ce qu'on gagne à nos loisirs, chose qui était totalement impensable il y a un siècle. Voilà, le changement climatique, il n'est pas parti pour s'arrêter. Alors pourquoi il n'est pas parti pour s'arrêter ? Parce que alors pour ceux d'entre vous qui ont des notions de chimie dans la salle, il y en a sûrement quelques-uns dans l'industrie, vous savez vraisemblablement que le dioxyde de carbone est un oxyde et donc que c'est une molécule chimiquement stable. Quand vous mettez une molécule chimiquement stable dans l'air, eh bien la molécule reste comme elle est, elle n'a pas envie de changer. Ce qui veut dire que le CO2, une fois qu'il est mis dans l'air, il est inaltérable. Il n'a pas de processus spontané d'épuration. Pour que le CO2 ressorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il est soit repris par la végétation avec l'aide d'un photon, avec l'aide de l'énergie, donc c'est un processus endothermique, ça n'arrive pas tout seul, ça n'arrive pas la nuit par exemple, ou bien il y a un phénomène de vase communicant entre l'atmosphère et l'océan, qui fait qu'une partie du CO2 que vous avez mis dans l'air, en gros, il y a plus de place dans l'océan que dans l'atmosphère, et donc il passe à la surface de contact entre les deux, de l'atmosphère dans l'océan. C'est ce que les physiciens appellent un équilibrage de pression partielle. Ces deux phénomènes sont des phénomènes lents. Alors, la conséquence de cette affaire, c'est qu'une fois qu'on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, au bout d'un siècle, il n'y en a que la moitié qui est partie. Pardon, au bout d'un siècle après arrêt des émissions. Donc on arrête totalement, on crée un surplus, on arrête les émissions, d'accord ? On a arrêté les émissions. On arrête les émissions. Eh bien, un siècle après arrêt des émissions, il y a la moitié du surplus de CO2 qui est toujours dans l'air. 1000 ans après l'arrêt des émissions, il y a un quart du surplus qui est toujours dans l'air. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, il y a toujours 10 à 15% du surplus qui est toujours dans l'air. Ce qui veut dire que l'état de l'atmosphère ne reviendra jamais du restant des temps historiques là où l'atmosphère était avant le début de l'ère industrielle. Donc une partie de la dérive climatique qu'on a mise en route, elle est inarrêtable, notamment sur la hausse du niveau de l'océan, sur la fonte d'une partie de la cryosphère, etc., quoi qu'on fasse à partir de maintenant. Et par ailleurs, le système sociotechnique qu'on a bâti sur Terre, il ne va pas s'arrêter d'émettre demain matin, parce que le seul cas de figure dans lequel on aurait ça, c'est pandémie mondiale qui tue tout le monde, guerre thermonucléaire, etc. Mais sinon, on ne va pas passer de 1,2 milliard de véhicules particuliers, qui font notamment vivre notre hôte de ce soir, jusqu'à 0 en une semaine. D'accord ? Ça ne va pas arriver. Bon. On ne va pas passer de 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde à 0 en une semaine. D'accord ? Ces trucs-là ne vont pas arriver. Ce qui veut dire que des émissions, il va continuer à y en avoir. Et tant qu'on émet, l'atmosphère s'enrichit en CO2. Tant que l'atmosphère s'enrichit en CO2, la température augmente. Donc le climat va continuer à changer. Et pour vous fixer quelques ordres de grandeur, et je vais finir par ça, aujourd'hui, donc, le climat s'est réchauffé d'à peu près 1,1 degré par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, et plus précisément la moyenne qu'on a eue sur la planète entre 1850 et 1900. Donc vous prenez la totalité de la surface planétaire et la totalité du temps qui s'est écoulé entre 1850 et 1900, vous faites une moyenne de tout ça. Eh bien, la température aujourd'hui s'est déjà réchauffée d'un peu plus d'1 degré par rapport à cette moyenne. Alors qu'est-ce qu'on a un peu plus d'1 degré ? On a les canicules qu'on connaît aujourd'hui. On a au Pakistan une vague de chaleur qui dépasse 50 degrés, suivie d'inondations qui ont inondé 1/7 du pays. On a le Groenland qui a commencé à fondre. On a 15% des coraux tropicaux qui sont morts. On a entre 10 et 20% de la forêt française qui va mourir à climat constant. Hein. Alors les arbres, ils mettent des dizaines d'années à mourir. Mais je veux dire, à climat constant, il y a déjà 10 à 20% de la forêt française qui va mourir.
On a les sécheresses récurrentes qu'on commence à connaître et les canicules qu'on commence à connaître et qui vont devenir, rien que dans un climat qui s'est réchauffé de 1,1 degré, 5 fois plus fréquentes que ce qu'on avait sur la deuxième moitié du 19e siècle, et avec une température maximale atteinte quand elles arrivent qui est de plus de 1,5 degré au-dessus de ce qu'on avait dans la deuxième moitié. Donc rien qu'avec ce 1,1 degré, hein, même si on arrêtait d'enrichir l'atmosphère en CO2 aujourd'hui. On a les précipitations qui ont déjà commencé à diminuer. Il ne vous aura pas échappé qu'en France, sur les 20 derniers mois, on n'en a que 3 ou 4 qui ont connu des précipitations supérieures à la normale. Tous les autres mois ont été déficitaires et l'hiver qu'on vient de passer a été extrêmement déficitaire. Ce qui veut dire que le niveau des nappes aujourd'hui est extrêmement bas par rapport à la normale. Sur on va dire sur les 8 dixièmes du pays, actuellement, les nappes sont en dessous de leur niveau normal. Alors que la saison de recharge est quasiment terminée normalement. Voilà, tout ça c'est avec 1,1 degré. À 2 degrés, alors il y a des choses qui vont concerner les Alpes et puis il y a des choses qui vont vous concerner indirectement, même si ça ne se passe pas dans les Alpes. Alors je vais commencer par un truc qui va vous concerner indirectement. À 2 degrés, vous avez à peu près 1 milliard d'individus sur Terre, tous les gens qui habitent dans la bande équatoriale, qui se mettent à vivre dans un endroit dans lequel les conditions externes sont celles d'un hammam en permanence. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens ici qui sont allés dans un hammam. Il y a des gens qui sont déjà allés dans un hammam? Oui? Tout le monde, j'en sais rien. Bon. Bon, alors, vous êtes capable d'y rester une demi-heure ou une heure. Je ne suis pas sûr que vous soyez capable d'y rester un mois d'affilée. Là, on va avoir affaire, sur toute la bande équatoriale, à des zones dans lesquelles, plus d'un jour sur 2 dans l'année, vous aurez une température qui sera supérieure à celle de votre peau, avec un air saturé en humidité, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas refroidir votre corps par contact avec l'air, et vous ne pourrez pas refroidir votre corps en évaporant de l'eau, la transpiration, parce que l'air sera saturé en humidité. Donc vous risquez votre peau, même pour une personne jeune et en bonne santé, à sortir dehors. 1 milliard d'individus à 2 degrés. Alors ça ne concerne pas les Alpes, mais ça concerne 1 milliard d'individus qui vont chercher à aller ailleurs. Donc un jour, ça concernera la France et donc les Alpes. Vous avez également à 2 degrés la totalité des coraux tropicaux qui sont morts, la quasi-totalité des coraux tropicaux qui sont morts, la moitié, voire un peu plus, de la forêt française, enfin les espèces actuellement plantées qui sont mortes. Vous avez 20% d'humidité en moins dans les sols, donc vous avez une production agricole qui va baisser. Or, il faut savoir que dans les Alpes, et ici, c'est là que vous avez le kilométrage le plus long pour nourrir la population de toute la France, parce que vous êtes loin des zones agricoles. Du reste, avant que l'énergie abondante ne fasse l'industrie et le tourisme qui font aujourd'hui la richesse du pays, ici, vous aviez des éleveurs de montagne et vous n'en aviez pas beaucoup. Et c'était des gens pauvres. Hein. Donc, dans un monde dans lequel il n'y a pas de transport longue distance, ici, on n'a pas du tout les moyens de maintenir la population existante. Vous êtes beaucoup trop loin des zones agricoles. Dans un monde dans lequel il n'y a pas de transport. Donc, le fait qu'il y ait une pression croissante sur les denrées agricoles, ça, c'est quelque chose qui va se ressentir partout, y compris chez vous. On va avoir une pression croissante également sur les écosystèmes installés, normal, hein, parce qu'ils sont installés dans les conditions climatiques historiques qui étaient très stables depuis 10 000 ans, et donc, voilà, si on déstabilise rapidement les conditions... le niveau de l'eau va continuer à monter. Alors ça ne vous concerne pas directement, mais ça peut vous concerner indirectement. Si par exemple on commence à avoir des problèmes de fonctionnement des ports, tous les gens ici qui ont des exportations, ils sont directement concernés. Si on commence à avoir des problèmes de dommages aux infrastructures de transport qui vous relient au port, vous êtes également directement concernés. Et dans l'autre sens, pour l'importation des vêtements, des chaussures, de la nourriture, etc., des tables, des chaises. Essayez aujourd'hui d'acheter une casserole qui soit pas made in China, bon courage. C'est pareil, vous êtes directement concerné. Donc en fait, les conséquences du réchauffement climatique, il ne faut pas les voir juste comme des conséquences locales. Bien sûr, la mer de glace va continuer à fondre et c'est désagréable. Bien sûr, le glacier des Bossons va continuer à fondre et c'est désagréable. Bien sûr, de temps en temps, un morceau de montagne va continuer à descendre et c'est désagréable. Mais ce n'est pas juste ça les conséquences que vous allez avoir. Vous allez également hériter, comme moi, comme tout le monde, hein, des conséquences à l'échelle macroscopique, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est terriblement interconnecté et terriblement interdépendant. Et donc, ce qui se passe à un bout de la planète peut directement impacter
les conditions de vie de gens de l'autre côté de la planète. Je vais revenir à l'automobile, en hommage à notre hôte du soir. Après le Covid, alors le Covid n'a rien à voir avec le changement climatique, mais après le Covid, il s'est mis à y avoir une modification des débouchés aval des gens dans l'électronique, et une partie de la fabrication d'automobiles s'est retrouvée à l'arrêt, tout simplement parce qu'un truc qui se passait de l'autre côté de la planète sur l'allocation des composants électroniques s'est passé différemment de ce que ça se passait avant. Et là, en ce moment, il y a des sécheresses dans des régions de production en Chine qui engendrent des coupures d'électricité, qui engendrent des défauts de production. Et dans les chaînes mondialisées, ça peut très bien un jour, ou assez rapidement. Donc le fait qu'aujourd'hui on ait des chaînes économiques mondialisées font que de toute façon, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe au titre du changement climatique ailleurs dans le monde, parce que c'est susceptible d'avoir un impact, y compris chez soi, et qui n'est pas juste l'impact direct du réchauffement climatique à sa porte. Waouh, ok. Vous êtes toujours là? Super. Est-ce que tu veux boire un coup? Ça va pour le moment. Bon, très bien. Alors, tu as répondu à une partie de la question sur la mondialisation, et c'est très bien. Est-ce qu'on peut parler du rapport entre ressources et l'économie, et donc entre des tensions qui sont en train d'arriver, et tu décris très bien le monde qui arrive, et je te remercie d'ailleurs d'avoir fait aussi la description des émissions historiques, parce que c'est quand même important. Mais donc, les ressources, parce que là tu as parlé des conséquences du changement climatique, mais les ressources c'est vachement important aussi, puisque l'économie c'est la transformation avec des ressources, et un peu de gens aussi. Et on va devoir faire autrement, parce qu'on a tiré sur la corde, faire autrement ou arrêter certaines activités. Donc est-ce que d'un niveau macro, et après on descendra dans nos industries, tu peux un peu parler de ce qui va pouvoir se transformer et de ce qui va devoir s'arrêter. Et puis aussi, parfois, tu parles de quotas, en fait, peut-être de partage de ce qui reste, finalement. Comment on gère la rareté? Alors, en ce qui concerne les ressources, alors là, tous les gens dans la salle qui ont de l'industrie, vous savez très bien que votre métier consiste à transformer de la matière. Donc, vous avez un facteur limitant pour opérer qui s'appelle votre banquier, vous avez un facteur limitant pour opérer qui est de trouver les bonnes compétences, mais vous avez également un facteur limitant pour pouvoir opérer qui est de trouver la ressource physique à transformer. Et si j'élargis ce propos à l'ensemble du système économique, en fait l'ensemble de notre système économique est une énorme machine, est un énorme système à transformer des ressources naturelles pour en faire autre chose. Vous êtes habillé avec des ressources naturelles transformées. Vous êtes assis sur des ressources naturelles transformées. Nous nous trouvons dans un bâtiment qui est fait de ressources naturelles transformées. Vous avez tout à l'heure mangé, parce que notre hôte est généreux, enfin je crois, des ressources naturelles transformées. Du reste, ce que vous allez manger, c'est aussi des ressources fossiles transformées. Tout à l'heure, vous allez manger du pétrole et du gaz, parce que ce que vous allez manger aura été cultivé, récolté par des tracteurs qui fonctionnent au pétrole, cultivé, récolté par des tracteurs faits avec du charbon, puisque c'est de l'acier, c'est fait avec du charbon, et enfin, tout ça aura été fertilisé avec des engrais azotés qui sont fabriqués avec du gaz. Donc tout à l'heure, pensez bien, quand vous allez manger vos toasts, que vous êtes en train de manger un truc qui sent le pétrole, le gaz et le charbon. Donc, en fait, notre système économique, je le redis, est une énorme machine à transformer les ressources naturelles. Et même la partie service dans cette histoire, en fait, dépend de cette transformation des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas faire un service d'enseignement aujourd'hui sans un bâtiment, sans que les gens viennent dans le bâtiment, pour ça il leur faut des moyens de transport, sans des supports de formation, que ce soit des ordinateurs ou des livres, mieux des livres que des ordinateurs du reste à mon avis, vous avez besoin de ces ressources, vous avez besoin de chauffage, parce que sinon les élèves l'hiver ils n'acceptent pas de venir se peler, etc., etc. Donc en fait quand vous regardez, ou quand vous allez chez votre coiffeur, ou chez votre coiffeuse, là aussi vous avez quelqu'un qui ne peut pas opérer sans ressources naturelles. Il avait avant des ciseaux, maintenant ils ont tous des tondeuses. Donc ils ont des ressources naturelles transformées, parce que ciseaux, tondeuses, c'est des ressources. Vous êtes assis sur un fauteuil, c'est ressources. Vous êtes dans un local, c'est ressources. Vous avez des lacs, c'est ressources, etc. L'Oréal transforme des ressources. Enfin bon, bref, vous avez même pour les activités qu'on pense être dématérialisées parce que c'est des activités de service, en fait vous avez des ressources absolument partout. Vous avez des ressources absolument partout. Moi, j'ai vécu le passage du papier au digital dans les factures. À l'époque, on appelait ça la dématérialisation. Mais cette chère Zazie, celle de Quedo, vous aurait dit dématérialisation mon cul. Matérialiser autrement.
Hein, c'est-à-dire qu'avant, c'était matérialisé sur papier. Maintenant, c'est matérialisé sur des écrans et sur des machines qui demandent 40 métaux différents pour être fabriqués et qui fonctionnent avec des électrons parfaitement matériels. Hein. Donc, on n'a pas du tout dématérialisé. Les services ne sont pas dématérialisés. Ils sont matériels eux aussi. Il y a toujours une matérialité quelque part dans les activités économiques. Donc, notre économie est une énorme machine à transformer des ressources. Ce qui veut dire que pour fonctionner, elle a besoin de ressources. Merci, monsieur de la Palisse. Et donc, on peut très bien... Alors, jusqu'à maintenant, les ressources n'ont jamais été un facteur limitant de manière macroscopique. Ce qui était limitant, c'était les gens capables d'opérer la transformation et le capital qu'on était capable d'installer pour opérer cette transformation, le capital humain. Ce qui veut dire que l'économie que vous apprenez à l'école et celle que j'ai apprise à l'école est une économie dans laquelle vous avez deux facteurs de production, le travail humain et le capital humain, et le reste, on considère que ça ne peut pas être un facteur limitant. D'accord ? Donc, on a théorisé toute l'économie sans considérer que les ressources naturelles ou l'énergie, qui est une ressource parmi d'autres, pouvait être un facteur limitant. Alors bien évidemment, c'est une œillère qu'on s'est mise, parce que les ressources naturelles peuvent très bien être un facteur limitant. Peut très bien être un facteur limitant. Alors quand on a théorisé l'économie classique, il y a 2 siècles, il y avait 1 milliard de Pékin sur Terre, il n'y avait encore pas de pétrole, il y avait un peu de charbon, il y avait essentiellement une activité agricole, etc. L'océan était immense, on ne savait pas que l'Antarctique existait, enfin bon, bref. Donc les théoriciens de l'économie classique de l'époque ont dit, bon, on va se limiter aux 2 trucs qui sont vraiment limitants, hein, maintenant, c'est le capital humain, qui était essentiellement la terre mise en culture, hein, et les bons hommes qui travaillent. Les ressources naturelles, on ne va pas s'emmerder, parce que tous ceux d'entre vous qui ont fait des maths savent qu'une variation relative d'un stock qui est infini, c'est nul. Hein, donc on ne va pas s'emmerder à mettre des zéros partout comme le savant cosinus dans ses équations. On va se contenter de juste ne pas en tenir compte. Et puis aujourd'hui, les ordres de grandeur ont considérablement changé. On n'est plus 1 milliard, on est 8 milliards. Et la pression exercée par individu sur l'environnement, sa prédation de ressources naturelles, a été multipliée par un facteur 10 à 50 en fonction de la ressource que je regarde. Donc on a totalement changé d'ordre de grandeur. Et alors que les 13 000 km de diamètre de la planète n'étaient pas un problème il y a 2 siècles, aujourd'hui c'est le problème. Hein, on commence à être un peu à l'étroit dans la boîte de pétri. Donc la manière dont il faut bien voir aujourd'hui la dépendance de l'économie aux ressources naturelles, c'est avec des indicateurs physiques, parce que ce n'est pas dans les indicateurs économiques. Votre compte de résultat ne vous dit pas quelle est votre dépendance physique aux ressources naturelles. Donc vous êtes obligé d'avoir des comptabilités séparées pour ça. Vous êtes obligé d'avoir une comptabilité cuivre, une comptabilité gaz à effet de serre, une comptabilité étain, une comptabilité or, etc. Si vous voulez bien comprendre quelle est votre dépendance aux ressources naturelles et à quelle distance vous êtes de la contrainte qui va s'appliquer. Parce que, là, il y a quelque chose que vous allez facilement comprendre, toute ressource naturelle non renouvelable, le minerai de cuivre, l'or, le minerai de fer, le pétrole, etc., vous ne pouvez pas, c'est mathématiquement démontrable, avoir un prélèvement éternellement croissant qui en provient, ni même un prélèvement éternellement constant. C'est formellement interdit, c'est un théorème de maths que je sais encore démontrer. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous tapez dans un stock de ressources non renouvelables, vous pouvez mathématiquement démontrer qu'il arrive un moment où le flux en provenance de ce stock devient structurellement décroissant. Donc ça veut dire qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde, si tout le monde continue à en vouloir autant. Alors on commence, c'est les pics de production pour les ressources non renouvelables. On commence à y arriver pour un certain nombre de ressources. Alors pour le pétrole conventionnel, par exemple, tout ce qui n'est pas le sable bitumineux et le shale oil, on l'a passé en 2008. Pour le pétrole, tout pétrole confondu, y compris avec le shale oil et les sables bitumineux, soit on l'a passé en 2018, soit on va le passer dans les années qui viennent, mais enfin en gros c'est en cours, quoi. Pour le cuivre, l'Agence internationale de l'énergie a dit il y a maintenant 1 an, alors en général l'AIE quand ils envoient des alertes, c'est la note de bas de page du page 136 du rapport que personne ne lit, mais enfin si vous êtes attentif aux documents, vous l'avez l'alerte. Ils ont dit que les mines de cuivre actuellement en fonctionnement ou en développement dans le monde, en développement c'est que les infrastructures de production sont en cours de construction, hein, allaient passer leur pic dans les 2 ans qui viennent. Ouais, enfin c'est dans pas longtemps, quoi. Et pour faire une nouvelle mine, entre le moment où vous le décidez et le moment où la mine commence à fonctionner, il faut 20 ans. C'est l'ordre de grandeur dans l'industrie minière. Donc là, vous voyez une ressource, par exemple, dont l'industrie se sert de manière significative, en particulier pour les gens qui sont dans tout ce qui est électrique, hein, sur lequel il devrait se mettre à y avoir des trucs bizarroïdes sur les prix dans pas très très longtemps. Donc les ressources naturelles, on a d'autres ressources naturelles qui nous sont nécessaires. Par exemple, l'espace. L'espace est une ressource qui est suffisamment précieuse pour que la France ait voté une loi zéro artificialisation nette il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà. Donc en fait, toute l'économie fonctionne avec, en transformant des ressources naturelles. Et il est important, si on veut avoir aujourd'hui une vision prospective de son activité,
quelle que soit l'activité qu'on ait, hein, d'essayer de comprendre à quelle distance on est de la contrainte en fonction des ressources qu'on utilise. Un média utilise, je le répète, les outils électroniques, les écrans qu'il y a dans le studio d'à côté, les ordinateurs, etc., avec 40 métaux différents qu'on a là-dedans. Alors certes, vous pouvez avoir des petites substitutions entre métaux, mais il y en a certains qui ont des propriétés très particulières. Incidemment, ce qu'on appelle les terres rares, en fait, ce n'est pas des terres, c'est des métaux. Hein. Les terres rares, c'est des métaux, chimiquement. Et donc, dans les ordinateurs, une partie des métaux sont des terres rares. Vous avez donc l'activité aujourd'hui de Radio Mont-Blanc et de Télé Mont-Blanc, on ne pourrait plus la continuer si tout d'un coup il devient impossible d'acheter des équipements électroniques. Out of business. Dans ces équipements électroniques, je le redis, vous avez des métaux. Votre compte en banque aujourd'hui, c'est des métaux. Vous avez tous un compte en banque dans vos entreprises. Hein, à moins que vous n'ayez que des mallettes de billets parce qu'on n'est pas loin de Genève. Non. Vous avez des comptes en banque. Bon. Votre compte en banque aujourd'hui, c'est des métaux et des électrons. C'est grâce à ça qu'on peut faire de la création monétaire autant qu'on veut. À l'époque où la monnaie était indexée sur l'or, accroche-toi pour faire ce genre de truc. Vous ne pouvez pas. Hein. On était obligé d'avoir autant d'or qu'on créait de monnaie. Bon. Aujourd'hui, la monnaie, c'est totalement virtuel. C'est des électrons et des métaux sur des ordinateurs. Enfin, voilà, c'est des ordinateurs et des électrons. Mais on a quand même besoin de ressources pour faire fonctionner le système monétaire, c'est plus les mêmes. Donc je le redis, toute l'économie est dépendante de ressources. Alors, au niveau macroscopique, il y a une équipe de dynamiciens des systèmes, il y a une 50aine d'années maintenant, qui était emmenée par un couple de physiciens qui s'appelait Meadows, Donella et Dennis Meadows. On a surtout retenu Dennis parce que Donella est morte il y a une 15aine d'années, et puis c'est surtout lui qui a fait la vulgarisation des travaux. Donc des dynamiciens du MIT, des systèmes du MIT, qui ont fait un modèle pour regarder où pouvait aller l'activité économique et humaine dans un monde fini qui recherchait la croissance perpétuelle, ce qui est très exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et la conclusion à laquelle ils étaient arrivés, c'est que le système s'effondrera sur lui-même, faute de ressources ou faute d'environnement sain, dans le courant du XXIe siècle. Voilà. Et quand des chercheurs ont regardé si sur les indicateurs qu'ils suivaient, alors qui étaient des indicateurs très macroscopiques, hein, par exemple, ils avaient un seul indicateur pour les ressources non renouvelables, une seule variable. Rappelez-vous qu'en 1972, s'il y a des Belges dans la salle, l'informatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on n'était pas capable de faire des modèles avec 50 variables différentes. Comment. Mais le truc est assez robuste, et en particulier si vous considérez qu'un bon proxy pour les ressources naturelles non renouvelables, en fait, c'est l'énergie nécessaire à les extraire. Donc en fait, que l'énergie, tout court, est un bon proxy pour les ressources. Leur modèle fonctionne assez bien. Aujourd'hui, on est à peu près on track sur là où ils pensaient qu'on devait aller. Et effectivement, par exemple, même sans se préoccuper du climat, le pic pétrole, il est proche. Le pic gaz, il va suivre de 10 ou 20 ans. Même sans se préoccuper du climat, pour des raisons géologiques. Parce qu'il faut des centaines de millions d'années pour faire du pétrole et du gaz. Une fois qu'on commencera à avoir de moins en moins d'énergie, on aura de moins en moins de métaux, parce que la teneur en métal des minerais n'arrête pas de baisser. Et donc, il faut de plus en plus d'énergie pour extraire une tonne de métal du minerai. La teneur en cuivre des minerais qu'il y avait en Espagne à Rio Tinto, la rivière rouge, dorée, orange, enfin bref, qui est du reste cette rivière qui a donné son nom à la compagnie minière éponyme. Hein, il y a une grosse compagnie minière dans le monde aujourd'hui qui s'appelle Rio Tinto. Eh bien, la teneur en cuivre de ce minerai se baladait aux alentours de 15%. Les vieilles mines que vous avez dans les Alpes, il y avait des mines dans les Alpes, hein, qui étaient exploitées il y a un siècle, c'est pareil, il y a un siècle, on exploitait des mines avec des teneurs en métal qui étaient entre 5 et 10%. La teneur moyenne en cuivre aujourd'hui des mines qu'on exploite dans le monde, c'est 0,4%. D'accord ? C'était 15%, hein, 0,4%. C'est évident que sans énormes machines et sans plein d'énergie, on ne sait pas exploiter ce genre de choses. Hein. Donc vous avez besoin de beaucoup d'énergie aujourd'hui pour extraire des métaux de la croûte terrestre. Donc quand on va commencer à passer le pic des énergies faciles, et en particulier le pic du pétrole, vraisemblablement que ça va, avec un décalage que je ne connais pas, parce qu'on est en train de vivre une expérience inédite, mettre une contrainte globale sur la quantité de ressources naturelles disponibles. Non renouvelables. Les ressources renouvelables, là on a l'effondrement des écosystèmes, c'est un autre problème. Mais globalement, on va avoir une diminution. Donc ça veut dire, et ce n'est pas le prix actuel de la ressource, parce
que j'ai un compte de résultat à Carbone 4, comme vous, donc je sais à peu près ce que c'est. Je sais même ce que c'est qu'une dotation aux amortissements. Eh bien, ce n'est pas le prix actuel de ce que vous achetez qui vous donne la moindre indication sur la quantité dont vous disposerez dans 10 ou 20 ans. Ça ne vous dit rien là-dessus, absolument rien. Si vous voulez savoir de quelle quantité vous pouvez éventuellement disposer dans 10 ou 20 ans, vous êtes obligé de faire une analyse prospective sur la ressource physique elle-même. Vous ne pouvez pas vous contenter des prix actuels. Ils ne vous disent rien. Ils ne vous disent strictement rien. Le prix du gaz, il y a un an et demi, ne vous dit pas combien on en aura dans 2 ans. Il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas. Voilà. Quota, alors comment est-ce qu'on gère la rareté? Alors, on a 2 manières de gérer la rareté. On a par les limitations quantitatives, les quotas par exemple, les tickets de rationnement qu'on avait pendant la guerre. Enfin, pas moi, du reste, et pas vous, nos parents et grands-parents. Et on a par les prix. Donc, par exemple, si j'ai moins d'essence, j'ai 2 manières de gérer le problème. Je fais payer le litre plus cher, puis ceux qui ont les moyens en achètent et ceux qui n'ont pas les moyens n'en achètent pas. Ou bien je dis, chacun, riche ou pauvre, aura 10 litres par semaine et démerdez-vous avec ça. La France, historiquement, préfère de très loin la gestion égalitaire, c'est-à-dire par les quotas. On l'a bien vu au moment du Covid, on ne vous a pas dit, il y a un pass pour sortir dehors, ça vaut 2000 € l'heure. D'accord ? Et puis, on a dit, riche ou pauvre, vous aurez 1 heure par jour pour aller faire vos besoins, comme les chiens, pour aller sortir, pas les mêmes besoins. Et puis c'est comme ça. Voilà. Alors, il se trouve que les riches, ils étaient dans des endroits un peu au vert, un peu mieux lotis quand même que les pauvres qui étaient dans les bars HLM à Garges-les-Gonesse. Mais en attendant, il y a quand même eu un traitement un peu égalitaire qui était que... Voilà. Et les Français préfèrent en général ce genre de truc. Alors, en matière de climat, par exemple, il y a les 2 écoles qui s'affrontent. Donc, il y a l'école des taxes, les gens qui disent qu'il faut une taxe carbone. J'en ai fait partie, j'en suis un peu revenu, je peux vous expliquer pourquoi. Je n'en suis pas complètement revenu, mais un peu. Et puis, il y a les gens qui disent qu'il faut limiter par les quantités, et ça, c'est l'école européenne, les quotas d'émissions qu'on a commencé à appliquer. Alors, en fait, aucun des 2 systèmes n'est parfait. Le quota, il a le mérite, s'il est efficace, de vous garantir la quantité qui sera émise. Si vraiment on s'y tient. Si on ne crée pas derrière des quotas gratuits, des quotas supplémentaires, des machins, parce que les gens viennent pleurer en disant vraiment je ne vais pas y arriver, à dire si tu ne vas pas y arriver, alors quand même je te refile un peu. Bon. Par contre, il a un gros inconvénient, c'est qu'il ne dit pas à l'avance quel est son prix. C'est un marché. Et donc ça veut dire que les gens qui sont dans la salle, ils ne peuvent pas calibrer leurs investissements en faisant un arbitrage entre ce que ça me coûte de ne pas faire l'investissement et ce que ça me coûte de faire l'investissement. Pour ça, il faut un signal prix prévisible et donc il faut une taxe. Donc, dans le B2B, en fait, la taxe, c'est plutôt mieux. Parce qu'en plus, les gens qui sont dans la salle, sauf ceux qui sont dans des TTPE, ils ont les moyens d'embaucher quelques consultants, pas nécessairement une armée, mais quelques consultants armés de leur tableur Excel qui vont commencer à faire des tas de savants calculs en disant très exactement 53,2 € la tonne de CO2, tel investissement sur telle ligne, ça vaut le coup de le faire, tel switch dans les approvisionnements, ça vaut le coup de le faire, telle modification de la logistique, ça vaut le coup de la faire. Le particulier, jamais il va faire appel à un consultant avec son tableur Excel. Le consultant du particulier, c'est lui-même, voilà, et en général, il ne fait pas de calcul sur Excel. Donc, il ne sait pas, le particulier, comment est-ce qu'il s'organise si la taxe carbone monte à 30, 40, 50, 100, 200, 300 € la tonne. Il ne sait absolument pas ce genre de truc. Mais ça va avoir un effet sur ses courses. Ouais. Mais ça va avoir un effet sur ce qu'il va faire, mais ça, il ne sait pas. Donc, c'est pour ça que la taxe, je pense que c'est un très bon outil dans le milieu B2B. Les Anglais, du reste, ont éradiqué le charbon dans leur production électrique. Si vous voulez voir un pays qui a été efficace sur la gestion de la décarbonation de son électricité, ne regardez pas l'Allemagne, regardez la Grande-Bretagne. Tiens, on parlait tout à l'heure des défaillances des médias. Les médias nous ont rebattu les oreilles avec l'Allemagne. Ce n'est pas du tout l'Allemagne qu'il faut regarder, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'est quasiment totalement débarrassée de son charbon dans la production électrique en 20 ans. 20 ans. Ils ont remplacé ça par de l'éolien et du gaz. Ils sont en train de repartir à fond dans le nucléaire. Donc en fait, quand vous regardez un truc un peu cohérent sur la décarbonation de l'électricité, la Grande-Bretagne est un exemple beaucoup plus intéressant que l'Allemagne. Et ils ont fait ça avec une taxe. C'est-à-dire, ils ont dit, ça sera 100 € la tonne de CO2 sur la production électrique. Et donc le charbon était absolument plus concurrentiel. Et donc ils ont basculé. Alors ils avaient le gaz. Bon, c'est quand même, ils étaient producteurs de gaz. Hein. Bon, c'est intéressant quand même. Mais ils ont basculé très très vite. Chez les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué.
parce que le particulier, il ne sait pas se projeter à 10 ans. Et puis par ailleurs, il ne sait pas planifier ses investissements, ou mal planifier ses investissements. Il est dans un dialogue avec ses fournisseurs dans lequel il est tout petit face à des gros fournisseurs qui fournissent pour plein de gens. Il a beaucoup de mal à organiser sa propre veille concurrentielle. C'est très difficile. Voilà, il n'a pas confiance dans les artisans, il ne sait pas, etc. Il ne sait pas comment faire la différence entre un bon plombier, un mauvais plombier, un bon maçon, un mauvais maçon, enfin, etc. Donc le particulier, il faut lui dire quoi faire. C'est beaucoup mieux. Donc avec le particulier, c'est la réglementation qu'il faut actionner pour l'essentiel. Donc par exemple, dire au particulier, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de remplacer une chaudière à fioul par une chaudière à fioul, c'est une très bonne mesure. Dire au particulier, la prochaine fois que ta chaudière à gaz tombera en panne, on te prévient, il faudra que tu la remplaces par une pompe à chaleur, c'est une très bonne mesure. Il ne faut pas dire au particulier, le gaz va te coûter de plus en plus cher. D'accord ? Parce que le particulier ne sait pas gérer ça. Et le gilet jaune, il ne faut pas lui dire l'essence va te coûter de plus en plus cher, ou en tout cas ça ne peut pas être la mesure principale. Il faut lui dire tu gagnes moins de 1 500 € par mois, on va te payer la moitié d'une voiture électrique. Tu gagnes plus, c'est pour tes pieds. Enfin voilà, il faut dire quelque chose qui décrit la mesure. Voilà, il faut avoir une politique de l'offre. J'ai envie de dire beaucoup plus qu'une. Voilà. Et de l'accompagnement. Et de l'accompagnement. Alors la taxe peut être une mesure anti-effet rebond, intéressante. Par exemple, s'il y a plein de gens qui passent à la voiture électrique et qu'on a toujours autant de pétrole en France, il vaudra beaucoup moins cher. Et à ce moment, il ne faut pas que les autres se mettent à s'engoberger. Bon. Donc, la taxe peut être une très bonne mesure d'accompagnement. Elle a un gros inconvénient, par ailleurs, la taxe. C'est qu'elle rend l'État dépendant de l'assiette qu'il devrait faire disparaître. Je m'explique. S'il te plaît. Si je taxe l'essence pour faire disparaître l'essence, je crée une recette fiscale pour l'État qui a vocation à disparaître. Oui, puisqu'il n'y aura plus d'essence. D'accord ? Donc la taxe qui a pour vocation de tuer l'assiette sur laquelle elle est assise, c'est un truc que l'État ne sait pas manipuler, parce qu'une fois qu'il empoche 50 milliards d'euros de TICPE par an, il ne sait pas comment faire ça. Donc en fait, la fiscalité carbone, qui devient une fiscalité principale, très importante, devient une fiscalité de rente. Et à ce moment, ça devient extrêmement difficile d'avoir des politiques publiques ambitieuses qui visent à supprimer l'assiette, générant la rente. Donc il faut toujours une assiette qui reste. Ça veut dire que dès lors qu'on met en place une taxe carbone pour supprimer des émissions, il faut dès la conception même de la taxe savoir comment on fera une fois qu'elle ne sera plus là. C'est un peu comme vous, si vous avez des recettes transitoires, faites un gros coup. D'accord ? Vous avez une activité récurrente, puis un jour on vous propose un truc, c'est le gros coup en dehors de votre activité récurrente. Ne comptez surtout pas dessus pour financer votre activité récurrente. D'accord ? Sinon, vous allez au casse-pipe de manière absolument certaine. Bon. Et ben, c'est un peu quand même ce qu'on est tenté de faire avec la taxe carbone si ça devient une taxe importante au niveau de l'État. Il faut faire derrière un switch. Donc voilà, donc ça, c'est pas un instrument miraculeux, j'ai envie de dire. Et alors la dernière raison pour laquelle on a beaucoup parlé de taxe carbone, là ça va vous faire rigoler, c'est que c'est le seul truc que les économistes savent manipuler. Un économiste, un macroéconomiste, ne sait pas donner à manger à son modèle une limitation de vitesse qui va faire baisser la consommation des voitures. Il ne sait pas donner à manger à son modèle une ZFE. Il ne sait pas donner à manger à son modèle le fait qu'on oblige les gens à remplacer les chaudières à fioul par des pompes à chaleur. Parce que dans son modèle, tout ce qu'il sait gérer, c'est des élasticités prix-volume. Et donc, pour ça, il a besoin d'un prix. Donc, tous les économistes que vous entendrez s'exprimer sur la question ne vont tous vous parler que de taxe carbone. Pour une seule raison, c'est que si on ne parle pas de taxe carbone, ils sont au chômage. Ils ne peuvent plus rien faire de leurs outils. Donc, il faut subventionner les économistes pour qu'ils fassent autre chose de leur temps plutôt que nous prendre des modèles pareils. Exactement. Donc, la seule raison pour laquelle ils ne parlent que de taxe carbone, et j'insiste, c'est parce qu'ils ne savent gérer que des chocs de prix dans les modèles qu'ils utilisent. Ils ne savent pas gérer des chocs réglementaires. Okay. Les modèles ne sont pas faits pour ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le débat dans le monde économique se focalise là-dessus. Et je me suis fait avoir comme tout le monde, au sens où, alors encore une fois, je reste partisan de la taxe carbone dans un certain nombre d'usages discriminés. Je ne considère pas du tout que ce soit un outil inutile en tant que tel. Par contre, je pense que ce n'est pas un outil universel, comme ce que j'ai cru à un moment. Alors, ça aurait pu être un outil universel si on avait eu 2 siècles devant nous. Quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau de la dieselisation du parc en France, c'est un processus qui a pris 40 ans. Donc si on avait 2 siècles devant nous, ça serait pas, là pour le coup, ça ne serait pas gênant d'avoir une taxe carbone. On l'augmente un peu tous les ans. L'État, tous les ans, se dit je vais augmenter un peu d'autres impôts, je ne sais pas quoi. Bon bref, on peut y arriver. Mais si on a 30 ans devant nous, ça ne peut plus être l'instrument principal.
Ok, alors. Donc ça veut dire qu'il faut gérer réglementairement par les quantités. Et donc limiter les gens et accepter de se faire limiter. Voilà, aussi. c'est ça. Donc accepter des limites. Ça tombe bien, on était ici pour parler des limites. Mais pour reprendre l'exemple de l'automobile, ça veut dire limiter les poids, ça veut dire limiter les vitesses maximales, ça veut dire limiter les puissances, ça veut dire limiter les consommations, donc les émissions en pot d'échappement. Voilà, ça veut dire limiter tous ces trucs-là. Ok, très bien. Alors, on va passer aux questions industrie, relativement... disons qu'il y a beaucoup de questions, ou alors je vais essayer de les réunir, parce que je pense qu'on est tous en train de boire tes paroles. Oui, donc je suis en train de déraper au niveau du temps, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et ici, il paraît qu'on dîne à minuit, c'est comme ça. Ah bon? Ouais. Alors, j'ai juste une question pour la salle, pour vous remotiver, parce que quand même, je sais pas vous, mais moi j'ai pris une claque, et pourtant la plupart des trucs, je les sais, mais quand on se les redit. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la balance commerciale française pour les biens industriels? Parce que maintenant, on passe au sujet industrie. L'industrie, son signe ou son montant? Ah, vous êtes sur la piste. Son signe ou son montant? Les deux, mon général. Ah bon. Tu sais, toi, ou pas? Pour les biens industriels, moi, j'aurais parlé négative. Ouais. Mais alors, de combien exactement? Je ne sais pas, quelques dizaines de milliards d'euros par an? 35 milliards, mais... Vous êtes dans les bons ordres de grandeur et vous avez le bon signe devant le chiffre. De déficit, donc annuel, malgré la chimie et la sidérurgie qui exportent la moitié de leur production. Donc quand même, je voulais vous dire que dans la région, vous êtes plutôt pas mal. Question industrie appliquée au territoire. Ici en particulier, est-ce qu'on peut travailler à l'échelle du territoire dans un monde mondialisé? Là, attendez, j'essaye de réunir deux questions. Quoi, le truc hyper acrobatique. La réponse est non. Ouais, ok. La réponse est non. Il n'y a pas. Mais non. Il n'y a pas une mine. Alors, je vais être un peu plus précis. La réponse initiale est non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire? Non. Mais la réponse initiale est non. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous n'avez, en ce qui concerne l'acier, vous n'avez pas une mine de fer sur le territoire. Du reste, vous n'avez pas un haut fourneau ni un laminoir sur le territoire. Pardon? Est-ce que vous avez un four électrique ici? D'accord, donc vous avez quand même un four électrique. Mais il n'y a pas de haut fourneau. Non, on est bien d'accord. Voilà, donc là, vous n'avez pas de ressources primaires sur le territoire. Vous pouvez vous organiser pour avoir une ressource secondaire à condition de recycler sur le territoire les ferrailles du territoire. Alors je ne sais pas si le four électrique il recycle les voitures intégralement ou s'il faut déjà avoir fait le tri à l'amont, etc. Bon bref, il y a un certain nombre, tout ce qui est issu de la chimie organique. Vous êtes totalement dépendant de la mondialisation puisque la chimie organique, c'est du pétrole et du gaz. Et là, je suis raisonnablement sûr qu'il n'y a pas un seul puits de pétrole ici et pas un seul puits de gaz. Donc, est-ce qu'on peut ici s'abstraire de la mondialisation pour faire tourner l'économie telle qu'elle se présente? Non, parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul industriel dans la salle qui n'ait pas un bout de plastique ou dans les machines industrielles qu'il utilise ou dans les matières qu'il traite. Et puis, il y a de l'export d'ici, en plus. Alors, ça, c'est pour les recettes. C'est la dépendance économique. Mais là, je parlais déjà de la dépendance matière. Oui. C'est l'essentiel. Voilà. Je ne suis pas sûr que vous pourriez fonctionner ici sans camion. Et les camions, ils sont fabriqués à nouveau avec de l'acier qui ne vient pas d'ici et ils utilisent du pétrole qui ne vient pas d'ici. Donc, est-ce qu'on peut faire fonctionner l'économie du territoire en s'extrayant de la mondialisation? La réponse est non. Puis par ailleurs, vous ne mangez pas ici si vous êtes juste sur l'économie locale. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles l'idée d'autonomie des territoires est une idée qui me sort par les trous de nez, parce que ça n'a aucune espèce de réalité et ça n'aura jamais aucune espèce de réalité. Voilà. Et quand les élus locaux qui veulent un peu bomber le torse parlent d'autonomie énergétique, en général, déjà, ils se limitent à l'électricité et ils disent ça quand ils ont une éolienne dans un champ et qu'ils ont 300 habitants sur la commune, qui font plus et moins sur l'année en disant « Ah, ça y est, c'est bon !» Non, n'importe quoi. Bon. Et l'autonomie, par ailleurs, c'est l'absence de communication entre les individus, et donc un jour ou l'autre, c'est la guerre. Donc on n'a aucun intérêt à être autonome, aucun. Ce qui est intéressant, c'est d'organiser sa dépendance avec des gens qu'on aime bien. Donc idéalement, voilà, c'est comme dans un couple. Donc idéalement, avec des gens qui ont symétriquement besoin de soi et avec qui on s'entend bien. Donc l'idée, la résilience, c'est pour ça qu'on a appelé notre travail au Shift Project résilience. La résilience pour nous c'est ça, c'est-à-dire se mettre à dépendre de gens qui ne vont pas vous claquer dans les doigts,
qui ne vont pas eux-mêmes avoir des problèmes d'approvisionnement pour ce qui vous intéresse, et qui ont besoin de vous comme vous avez besoin d'eux. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Mais l'idée, alors c'est clair que de relocaliser une partie, ça peut pas faire de mal. Ça supprime pas totalement tu sautes à ma question subsidiaire, mais vas-y, voilà. c'est bien. Donc ça peut pas faire de mal, parce qu'aujourd'hui le curseur est allé beaucoup trop loin sur la longueur des chaînes de valeur et la fraction de ce qui nous est nécessaire pour vivre, dont la fabrication nous échappe totalement, sur laquelle on a absolument zéro prise. Donc l'idée qu'on revienne à une fraction plus locale, ça c'est quelque chose qui est pertinent, et c'est quelque chose qui est en phase avec le fait que les échanges c'est de l'énergie, et dans un monde avec moins d'énergie, il y aura moins d'échanges. Yves Cochet avait une maxime que je trouvais pas mal, qui a dit le pétrole, ça nous a permis d'aller plus vite, plus loin, moins cher, et après la décrue pétrolière, on va aller moins loin, moins vite et pour plus cher. C'est exactement ça. Bon, c'est un assez bon résumé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus nulle part. Du reste, il y avait des commerçants, si ma mémoire, si ma connaissance de l'histoire de la région est bonne, la Savoie a produit des commerçants qui se sont expatriés dans le monde entier, à l'époque où ils marchaient à pied, et où il y avait de la marine à voile. Donc ça ne veut pas dire qu'avec moins d'énergie, on ne va pas avoir d'échange du tout. Mais la part de ces échanges va devenir plus modeste. Du reste, ça a commencé. Quand vous regardez la part des échanges mondiaux dans le PIB mondial, c'était de 20 ou 25% en 1970. C'est monté à 60% en 2008. Et depuis 2008, qui est comme par hasard le pic de production du pétrole conventionnel, ça a commencé à redescendre, et aujourd'hui c'est à 55. Bon signe, je ne sais pas, parce que du coup on n'a plus de paracétamol pour enfants. Mais en tout cas, c'est un signe, et on va devoir se relocaliser. Alors se relocaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les métiers qui sont les vôtres, qu'est-ce qu'on a fait avec la mondialisation et qu'est-ce qu'on a fait avec l'abondance énergétique ? On a fait des tas d'unités extrêmement spécialisées sur des étapes de fabrication, loin les unes des autres, avec des gens dont les compétences sont très pointues sur l'étape de spécialisation dans laquelle ils travaillent, et qui, dès qu'il faut changer d'étape de fabrication, sont déjà un peu largués, voire complètement largués. À l'époque, mon grand-père, que je n'ai jamais connu parce qu'il est mort en déportation, avait une petite usine de fabrication et de réparation de postes de radio à Paris. Ils étaient 20, et à 20, ils arrivaient à fabriquer et à réparer des postes de radio. À 20. Bon. Donc en fait, mais à l'époque, le poste de radio valait pas le même prix, et on n'en changeait pas comme de chemise au bout de 2 ans et demi, parce qu'il y avait un composant électronique qui avait claqué. Bon. Donc du reste, on ne changeait pas de chemise souvent non plus. Mon père avait des chemises qui étaient rapiécées au coude, tout prof de fac qu'il était. Donc ce vers quoi on va avec le raccourcissement des chaînes de valeur, c'est une plus grande polyvalence des unités de fabrication, une augmentation des coûts, une déspécialisation des unités et une diminution de la variété des gammes. C'est vers ça qu'on va, parce que c'est en tendance l'exact inverse qu'on a eu avec l'abondance énergétique. Donc avec la sobriété énergétique, qu'on aura de gré ou de force, pour des raisons de climat ou pour des raisons d'épuisement des combustibles fossiles, eh bien, nous allons faire le chemin dans l'autre sens. Et donc relocaliser, réindustrialiser la France, si on est intelligent, ça se fait avec ce cahier des charges-là. D'accord ? Par ailleurs, réindustrialiser la France, il y a un tout petit sujet, c'est qu'une bonne partie des matières premières, on ne les a plus du tout. Alors il y a encore un peu de bauxite en France, il y a du lithium, il y a encore quelques mines de fer qu'on pourrait réouvrir avec des teneurs qui ne sont pas terribles, il reste 3 veines de charbon, mais globalement quand même, on n'est pas du tout au niveau des volumes qu'on manipule aujourd'hui sur la quantité d'objets manufacturés qu'on utilise en France. C'est rien à voir. Donc on va avoir quand même une diminution des volumes, et une augmentation des prix unitaires, encore une fois, en termes réels. Il va falloir travailler plus d'heures pour se payer un objet donné. Du coup, on va augmenter les services de réparation. Alors, dans tout ce que je vous raconte, vous voyez qu'il y a de la prise pour de l'action locale. Par exemple, commencer à faire des trucs réutilisables ou réparables, ça, c'est quelque chose qui peut s'organiser, et donc recycler les ferrailles, c'est quelque chose qui peut s'organiser à l'échelle d'un territoire. Et notamment tout ce qui est réutilisation. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps un truc qui doit être fabriqué dans le coin du reste, un pantalon Lagopède, pour ceux d'entre vous qui font du ski de randonnée. C'est fait avec des bouteilles de plastique recyclées, donc c'est l'instant pub là, et avec du coton recyclé. Donc en fait ils prennent des vieux bouts de coton, ils détricotent tout, ils refont le fil, ils retissent, etc. Et c'est comme ça qu'ils font les doublures. Bon ben voilà, ça c'est une forme alors c'est pas circulaire à l'échelle du territoire, c'est circulaire à l'échelle de l'Europe. Bon. Voilà un exemple. Et évidemment, c'est pas le même prix. J'aurais été acheter le truc chez Decathlon, ça m'aurait coûté 50 balles, je l'ai payé 400.
Bon, moi j'ai les moyens, donc je le fais, mais voilà. Mais c'est emblématique, à mon avis, de la tendance lourde qui va être celle vers laquelle on se dirige. Alors là, j'ai parlé de l'industrie. On pourrait parler d'autres mesures qui sont à la main du territoire, qui sont des mesures d'économie. Par exemple, les élus locaux, ils ont la main sur les limitations de vitesse. Ils ont la main sur la voirie. Moi, un truc pour lequel je milite aujourd'hui, c'est qu'il ne devrait plus y avoir une opération de BTP sur la voirie pour voiture sans qu'on rajoute des infrastructures cyclables. Donc on ne passe pas une commande de BTP sans qu'on rajoute de quoi mettre la possibilité pour les vélos de circuler en voirie séparée des voitures. Vous faites un truc comme ça, progressivement, vous avez un territoire qui devient un peu moins dépendant des combustibles fossiles. Un peu moins. Bon. Et puis maintenant qu'on a d'excellents moteurs électriques, autre minute de pub, non, qu'on a des vélos à assistance électrique, même les côtes, c'est plus des sujets. On voit aujourd'hui des gens qu'on n'aurait jamais imaginé sur un vélo il y a 20 ans se déplacer à vélo électrique et ils n'ont pas l'air de souffrir outre mesure. Donc c'est quelque chose qui peut être parfaitement organisé. Donc il y a des mesures comme ça qui peuvent être faites à l'échelle du territoire, qui sont des mesures de moindre dépendance à l'égard de ce qui vient de loin du territoire. Je vais finir par une recommandation qui ne vous étonnera pas, puisque dans l'industrie, en général, on a des bureaux d'études, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent à comment s'y prendre dans un cadre donné. Eh bien, là, avec les territoires, il faut faire exactement pareil, c'est-à-dire comment s'y prendre dans un cadre donné. Et donc, la première recommandation du rapport Résilience des territoires du Shift Project, c'était, messieurs les élus locaux et mesdames les élus locales, mettez 1% du budget de la collectivité locale dans la formation et l'acquisition d'informations, pour que vous soyez capable de savoir dans quelle direction vous allez devoir agir, parce qu'on ne va pas avoir la possibilité de faire 50 fois essai-erreur avec le temps qui nous reste. Et vous êtes bien placé pour savoir dans l'industrie que quand on n'a pas 50 fois la possibilité de faire essai-erreur, il vaut mieux pas se planter du premier coup. Donc ce n'est pas une mauvaise idée de mettre un peu d'argent au début pour savoir quoi faire exactement avant de se lancer. Voilà, c'est là-dessus que je vais finir. Waouh, ok. Alors, je pense que le temps avance. Donc, je voulais faire un truc rigolo. Je voulais te dire quelles étaient mes questions et tu choisis. Ah. Non, mais ça peut être sympa. Ou alors, on fait voter le public. Ou sinon, on donne la parole à la salle. Ça peut être... Alors, c'est prévu. Bon. Ah, c'est carrément prévu. Tu nous connais. J'avais une question sur les emplois. On nous dit que 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore. Voilà, mais comment passer des produits aux services? Faut bien que les gens j'y crois pas une seconde, ça. 85% des emplois de 2030 existent aujourd'hui. Simplement, ils ne s'exerceront pas nécessairement exactement dans les mêmes conditions et ça ne sera pas exactement les mêmes volumes. Oui, on est d'accord, ce n'est pas tous les trucs, rapport à l'IA, aux nouvelles technologies, machin, machin. Ok, fine, on est d'accord. Et du coup, il faut des formations aussi pour... et peut-être qu'on peut passer cette question parce que les gens n'ont qu'à acheter le PTEF, parce que tout le volet formation, éducation, etc. Alors, je vais quand même en dire un mot, c'est majeur la formation. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais commencer. Et c'est un des angles morts, souvent, des politiques publiques en France. Je vais prendre un exemple qui est la rénovation des logements. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la première fois où vous avez entendu un politique dans ce pays dire il faut 1 million de logements rénovés par an? Ah oui, il y a 3 présidents, non? Oui, c'est ça. Oui. C'était au moins Hollande. C'était au moins il y a 10 ans. Et peut-être même avant. Bon. Ouais, Ils sont où? Ils sont toujours pas là. Pourquoi ils ne sont toujours pas là? Parce que quand on a dit qu'il va falloir rénover 1 million de logements, il y a un des trucs auxquels on ne s'est pas intéressé, c'est comment est-ce qu'on fait venir 200 ou 300 000 artisans du bâtiment supplémentaires. Tout d'un coup, exactement. Alors, pas tout d'un coup, mais même au fur et à mesure. Comment on les fait venir? Comment on les fait venir quand l'éducation nationale tient aux gamins le discours qui est « si t'es bon, t'iras à la fac, et si t'es naze, t'iras en bac pro ». Comment on les trouve? Comment on les trouve quand aujourd'hui, alors on n'est pas dans la rénovation, là, on n'est pas dans l'artisanat, mais même une boîte comme Bouygues où les gens rentrent à 2500 balles par mois, ils n'arrivent pas à trouver de Français à embaucher pour les métiers de la construction. Comment on les trouve? Bon. Donc, vous voyez bien qu'il y a un sujet compétence. Alors le sujet compétence, il va avec la formation, il va avec les sujets statut, il va avec les sujets de diplôme, de reconnaissance, de statut social, etc. Allez chez notre voisin, tiens, en Suisse, alors ils n'ont pas que des mallettes de billets, ils ont aussi un système dans lequel l'essentiel de l'acquisition d'un métier se fait par la voie professionnelle. Eh bien, vous n'avez pas ce que vous avez en France, c'est-à-dire cette espèce d'aristocratie des métiers. En tout cas, c'est beaucoup moins prononcé. Et quand vous discutez avec quelqu'un dans la rue, vous êtes infoutu de savoir s'il est boulanger, plombier ou prof d'université. Vraiment, vous êtes infoutu de savoir. Et je pense qu'en France, donc on a un vrai sujet
sur la manière dont on gère la formation à la fois initiale et continue, et que c'est un vrai angle mort des politiques publiques. Alors c'est beaucoup moins un angle mort dans les entreprises, parce que les entreprises savent qu'il y a des sujets de formation et que c'est des trucs importants pour elles. Mais par contre, dans les politiques publiques, c'est vraiment un truc sur lequel on ne fait pas du tout assez attention. Et je trouve qu'on gère ça de manière pas du tout structurée et pas du tout coordonnée avec les ambitions économiques, industrielles et environnementales qu'on se donne par ailleurs. Ok, alors je pense que tu vas... Enfin, j'ai cru comprendre que tu allais rencontrer des élus, donc je pense que c'est un bon message. Il me semble que la régie me dit que ça va. Waouh, ok, encore une question géniale. J'hésite du coup. Commande publique, un vecteur de planification ? Oui, absolument. Ah, voilà, on m'avait demandé de poser cette question. Je ne sais plus qui m'a demandé. Alors la commande publique, alors j'en ai parlé tout à l'heure dans le BTP. L'essentiel de la clientèle du BTP, c'est de la commande publique. Donc là, vous avez un secteur d'activité très important en France qui vit essentiellement d'argent public. Dans l'industrie, c'est moins vrai, mais vous avez quand même, dans la commande publique, la possibilité d'avoir des gros marchés d'un coup, qui sont des marchés qui peuvent tirer l'innovation. Parce que sur un gros marché, vous avez les moyens justement de financer la montée en compétences ou la montée en... Voilà. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas très environnementalement friendly, mais quand même, c'est l'armement. Dans l'armement, il y a... Mais je crois que ça concerne la région, donc tu peux... Il y a que de la commande publique, hein. Voilà. Et souvent, les hommes, surtout plein de testostérone, les femmes beaucoup moins étant ce qu'ils sont, les innovations sont venues du secteur militaire avant de s'étendre au secteur civil. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Internet que vous utilisez tous aujourd'hui, c'est un dérivé d'ARPANET, qui était un programme de recherche du département de la défense américain, qui voulait créer un réseau résilient aux attaques nucléaires. Bon. Donc c'est comme ça. Voilà, l'histoire des technologies, c'est qu'on a quand même fait beaucoup de choses d'abord pour se taper dessus, avant de savoir ce qu'on pouvait en faire dans un autre contexte. Là, la commande publique est absolument essentielle. Donc il y a quand même un certain nombre de domaines dans lesquels la commande publique joue un rôle. C'est pas la seule. Alors, pour que la commande publique joue bien son rôle, il faut que les acheteurs soient formés. Oui, qui sachent quels sont les bons critères, hein, qui sachent dans quelle direction partir. Et là, vous avez un point d'appui sur lequel on soulève ou pas le monde, pour reprendre le propos d'Archimède, qui est les normes et méthodes qui sont utilisées dans les cahiers des charges au moment des achats. Alors là, je vais prendre un exemple du secteur automobile et pas un secteur de la commande publique, mais parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps par quelqu'un qui bossait chez un équipementier. Je ne sais plus si je crois que c'est BMW, qui avait dit à ses équipementiers, je vous achète que à condition que vous ayez un plan pour être neutre en carbone à je ne sais plus trop quel horizon de temps, mais vous n'avez pas le droit au nucléaire. Ah ouais, non, mais alors là, le truc, c'est impossible. L'équation est un petit peu... Je ne sais pas si l'équation est impossible. C'est un exemple pour montrer qu'à partir du moment où on a un cahier des charges qui est censé permettre d'avancer dans la bonne direction, en fait, tout va être dans le cahier des charges. D'accord ? Et donc, on ne peut pas laisser les élus en l'air décider d'eux-mêmes leur propre cahier des charges. En plus, sinon, si vous êtes un fournisseur servant la commune de Cluses, la commune de Salanches et la commune de La Roche-sur-Foron, et que les trois ont des cahiers des charges différents, bon courage. Hein. Donc de la cohérence et puis de l'organisation. Voilà, exactement. Donc la commande publique, en fait, elle doit se structurer, l'appareil public doit ouvrir un chantier qui est tout ce qui est normes et labels. Il doit le faire de manière intelligente, et c'est compliqué, pour une autre raison que les gens dans cette salle savent très bien, c'est que la connaissance, elle est du côté des gens qui font et qui innovent. C'est-à-dire que l'acheteur public, au moment où il doit acquérir de la connaissance, manque de peau. Il discute avec des gens qui sont juges et parties, c'est-à-dire ses futurs fournisseurs, qui manquent de peau, sont quand même ceux qui en savent le plus long sur la question. Bon. Donc c'est très très compliqué d'organiser ce dialogue. Alors de temps en temps, on peut trouver des tiers, genre des consultants, des machins, etc. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait au niveau du bilan carbone. J'étais ni client ni fournisseur, on m'a foutu dans ma cave, on m'a dit t'as un an pour réfléchir. Essaye d'être neutre. Essaye de répondre à la question posée. Neutre, personne ne l'est. Mais essaye de répondre à la question posée qui est comment est-ce qu'on mesure intelligemment ou efficacement, peu importe, la dépendance aux émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? Comment est-ce qu'on fait quelque chose qui a du sens et qui va parler aux utilisateurs ? On ne m'a pas demandé si ça allait favoriser plutôt les aciéristes, plutôt le BTP, plutôt les chimistes ou plutôt la personne qui est ici en face de moi. On ne m'a pas posé la question, on m'a juste dit c'est quoi la bonne manière de mesurer la dépendance. Et donc l'acheteur public dans la collectivité locale, il va devoir se poser exactement la bonne question. C'est quoi la bonne manière
d'avoir quelque chose qui va dans la bonne direction pour ce que je vais acheter vis-à-vis de la contrainte biodiversité, climat ou ressources. Bon. Lui n'a pas la réponse. Et les seuls qui ont un peu réfléchi à la question, parce que c'est les seuls qui avaient intérêt à mettre de l'argent dans la question, parce que c'est la contrainte qui va leur tomber dessus, c'est les gens qui sont en face de lui. Donc voilà un petit nœud gordien. Il y en a plein d'autres. Hein. Voilà un petit nœud gordien qu'il faut savoir détricoter dans le sujet de la commande publique. Mais oui, la commande publique est quand même sur le fond quelque chose qui est un levier important. D'accord, mais avec cette histoire d'œuf et la poule entre celui qui propose et celui qui a besoin. Alors, ce que je vous propose là maintenant, tu ne bouges pas s'il te plaît, tu te relaxes, tu bois un verre. Et sinon, on a 4 questions parce qu'on a demandé aux personnes qui sont ici d'envoyer les questions à l'avance, comme ça on pouvait bosser un peu et tout. Donc pendant que vous discutez, on peut commencer par quand même honneur à ceux qui ont un peu bossé en avance. Isabelle Escoffier d'Inventis, si vous pensez que votre question n'a pas été... Où êtes-vous ? Elle est là. Si vous pensez que votre question n'a pas été adressée pendant la conférence, allez-y, posez-la, c'est le moment. Alors attention, c'est une question, pas une déclaration. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parler pour ne rien dire ici, c'est moi. Non, elle n'a pas été posée. Suite au réchauffement climatique, en fait, tout le monde est focalisé sur la transformation des énergies fossiles en énergie verte. Et j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le manque d'eau, de plus en plus important dans différents endroits du monde, ne va pas devenir le problème majeur à traiter dans les décennies à venir, puisqu'il créera forcément des famines et des gros problèmes d'insécurité dus au mouvement migratoire? Alors je vais vous faire une réponse qui va pour partie vous paraître cynique, mais je vais quand même vous la faire. D'abord, les deux sujets sont interconnectés parce que avec de l'énergie, vous arrivez à avoir de l'eau, en particulier en dessalement de l'eau de mer. Aujourd'hui, il y a des processus de désalinisation de l'eau de mer on utilise du gaz pour avoir l'énergie. L'Espagne a déjà un certain nombre d'unités comme ça qui fonctionnent. Donc c'est gênant pour les gens qui n'ont accès qu'à l'eau pluviale et qui n'ont pas les moyens économiques ni l'énergie pour mettre en œuvre des processus de cette nature. Après, vous avez également des endroits où vous avez un manque d'eau en surface, mais vous avez des nappes d'eau fossiles très importantes dans le sous-sol, et donc ça peut aussi, pour un certain nombre de décennies, voire de siècles, permettre de faire la différence. Les gens qui sont suffisamment mal en point pour commencer à crever de faim parce qu'ils n'ont pas assez d'eau, en général, ils ne bougent pas beaucoup de là où ils sont. Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique, par exemple, en Afrique de l'Est en particulier, ce n'est pas de ces régions-là que viennent l'essentiel des migrants qu'on a en France. Parce qu'ils sont tellement mal qu'ils ne bougent pas beaucoup. Donc le manque d'eau, quand il commence à vous amener à un point tel que ça met en danger la vie des gens, à ce moment-là, en fait, ça devient un problème local. Ce n'est pas un problème à large échelle, on va dire. En France, la façon dont le manque d'eau va nous impacter... Alors, pardon, dernier point, c'est que le manque d'eau, il est évidemment très lié aussi au réchauffement climatique. En fait, le réchauffement climatique, il va avoir macroscopiquement comme effet d'augmenter l'évaporation, parce que s'il fait plus chaud, si l'air est plus chaud, il a une capacité d'emport en vapeur d'eau qui est plus élevée. Par ailleurs, s'il fait plus chaud, vous avez plus d'évaporation. Et les 2/3 de la surface planétaire, c'est quand même des océans. Donc vous avez plus d'évaporation qui va avoir lieu, et donc globalement plus de précipitations. Manque de chance, l'essentiel du surplus de précipitations va avoir lieu sur les océans eux-mêmes. Sur les continents, le pronostic, c'est que globalement, les sols vont s'assécher. Alors vous avez quelques endroits qui vont faire exception, mais par exemple, tous les sols européens, globalement, vont s'assécher, à quelques exceptions près. L'Amérique du Nord va globalement s'assécher. L'Amazonie va s'assécher. Une bonne partie de la Chine va s'assécher, etc. Donc, globalement. Ça va avoir comme conséquence de baisser les rendements agricoles, de tuer une partie des écosystèmes. Donc, si vous avez un climat plus sec, vous pouvez avoir des chênes verts, mais c'est plus petit que les chênes tout court. D'accord ? Et puis le temps que les chênes tout court meurent et que vous ayez les chênes verts à la place, pendant un moment, vous n'avez pas grand-chose.
Donc vous allez avoir ce genre de problème. Ça va évidemment, donc je le disais tout à l'heure, diminuer le rendement des cultures. Et ça va également diminuer le débit des fleuves, en particulier le débit d'étiage. Et ça, c'est quelque chose qui peut gêner les écosystèmes aquatiques des fleuves, évidemment. Ça peut gêner le transport fluvial. Vous avez eu l'exemple en Allemagne l'été dernier, plus il y a 3 étés, en 2018, où le niveau du Rhin est tombé tellement bas qu'il y avait un certain nombre de barges qui ne pouvaient plus passer. Ça peut gêner les prélèvements d'eau des industries et des centrales électriques qui se trouvent en bord de fleuve. Toutes les centrales thermiques ont besoin d'eau pour se refroidir, hein, que ce soit nucléaire, à charbon, à gaz. Alors en France, on est surtout concerné par le nucléaire, mais dans d'autres pays du monde, par exemple les centrales à charbon en bord de rivière, en Allemagne, connaissent exactement le même problème sur la partie refroidissement, hein, je ne parle pas du CO2, que les centrales nucléaires françaises. Ça peut un peu diminuer la production. C'est pas un problème de sûreté parce que on peut arrêter le réacteur si vraiment il n'y a pas assez d'eau pour le refroidir en fonctionnement. À ce moment, vous divisez la puissance par 1000 et donc là, il reste toujours assez d'eau pour le refroidir. Mais par contre, c'est un problème qui peut impacter le niveau de production. Donc ça, c'est clair. Ça peut impacter la production des barrages. Les barrages en France, en 2022, ont significativement moins produit que les années précédentes. Et l'énergie renouvelable hydraulique en France, à l'avenir, malheureusement, il est peu probable qu'elle augmente. Elle est plutôt partie pour aller dans l'autre sens. Donc vous avez tout un tas d'effets, on va dire, du manque d'eau. Certains, et si vous voulez des chiffres, en France aujourd'hui, on a 200 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année avec la pluie. Les prélèvements qu'on opère aujourd'hui, c'est à peu près 15% de tout ça. Si on devait perdre un quart de cette eau, vous voyez que macroscopiquement, on a encore de quoi assurer nos prélèvements. Ce qui va souffrir, c'est essentiellement les écosystèmes qui ne sont pas irrigués et les cultures qui ne sont pas irriguées. Voilà, c'est ça qui va souffrir. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on prend une question au hasard? Parce que j'ai des questions planifiées. Question de la salle. Oui, encore une question de femme. On a vu que des hommes jusqu'à maintenant. Allez-y. Attendez, madame. Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Merci pour votre exposé. Globalement, moi, ce que j'en ai compris, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 2 sujets. Il y a le réchauffement climatique avec tout ce que vous nous avez dressé, très factuel, très chiffré, très noir, a priori... avec l'histoire du hammam et tout ça, il n'y a pas grand monde qui va s'en sortir. Je ne vois pas quel avenir on a dans le siècle qui vient. Il y a celui des ressources. Pour vous, savez, à la fin du siècle qui vient, comme moi, vous serez morte. Oui, certes. Mais laissons un peu d'espoir à nos enfants. Il y a celui des ressources finies qui, là où on voit quand même un espoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse prise en compte avec tout ce qui est le recyclage, l'économie circulaire, etc. Donc il y a probablement là des choses à faire. Mais voilà, sur le premier point qui est le réchauffement climatique, même si on arrive à trouver des nouvelles ressources en utilisant celles qui sont actuellement là, en faisant de nos déchets des ressources, et qu'on ne puise plus dans les ressources actuelles. Quid du réchauffement climatique? Est-ce que finalement l'augmentation des températures va finir par nous avoir, même si on ne puise pas dans la terre? Alors vous connaissez cette maxime célèbre de Keynes, hein, à long terme nous sommes tous morts. Alors le réchauffement climatique, il va d'une manière générale globalement avoir des effets adverses. Hein, globalement, il ne va pas y avoir grand-chose de bénéfique dans le réchauffement climatique, sauf les ventes de glace des bistrotiers à court terme. Mais globalement, ce n'est pas une bonne affaire pour nous. Aujourd'hui, une partie de ce qui permet de s'accommoder des premiers effets du réchauffement climatique, c'est précisément l'abondance énergétique. Il fait trop chaud, on climatise. Il n'y a pas assez d'eau dans les fleuves, on passe par camion. On a une inondation qui ravage tout, on amène les tractopelles, c'est de l'énergie. Le niveau de l'eau monte, on construit des digues. Vous voyez, donc tout ça, c'est de l'énergie. Donc en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de pas trop souffrir, on va dire, des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est précisément l'abondance énergétique. Je vais vous donner un exemple très illustratif que moi j'aime bien. Enfin, les gens qui l'ont vécu l'aiment pas du tout, mais moi oui. Quand vous avez l'ouragan Katrina qui intervient aux États-Unis, vous avez 1500 morts. Parce que passé les morts immédiates de l'ouragan, ceux qui se sont fait noyer, assommés par des trucs, etc., on a les moyens, grâce à l'abondance énergétique des États-Unis, d'amener la marée chaussée pour empêcher que ça dégénère en pugilat, de l'eau potable, d'évacuer les gens, de leur amener à bouffer, etc. Vous prenez le même ouragan au Bangladesh, ou en Birmanie, je ne sais plus où il est passé, dans les années 70, 100 000 morts.
C'est quoi la différence entre les deux? Pas d'énergie. Donc après l'ouragan, il y a toujours 1000 personnes ou 1500 qui sont mortes pendant l'ouragan. Les gens meurent tous de maladies amenées par l'eau croupie. Donc en gros, ils meurent tous du choléra parce que l'abondance énergétique n'est pas là pour amener de l'eau saine et pour amener des choses à manger. Voilà, c'est ça la différence. Donc ça, c'est très illustratif pour moi du fait que l'abondance énergétique aujourd'hui permet de répondre aux premières manifestations du réchauffement climatique. Malheureusement, dans le siècle qui vient, on va avoir deux effets qui vont se conjuguer pour nous compliquer la vie. Les conséquences du réchauffement climatique vont augmenter, avec une rémanence qui va être là même alors même qu'on aura commencé à baisser les émissions. Les effets vont continuer à s'amplifier. Et dans le même temps, on va avoir une moindre disponibilité des moyens de faire face aux conséquences, puisque l'abondance énergétique va diminuer. Donc on va avoir plus d'emmerdements à gérer avec moins de moyens, si je dis les choses de manière un peu crue. Et c'est l'effet ciseau des deux qui est susceptible de commencer à être assez désagréable. Alors sur la question des ressources, ça dépend de ce qu'on fait des ressources. On parlait du titane tout à l'heure. Est-ce que vous savez à quoi sert l'essentiel du titane? Pas du tout. Ça sert à faire les pigments blancs dans les peintures. Donc en fait, 95% du titane est utilisé dans des usages qu'on appelle dispersifs. Et vous n'allez pas recycler le titane qui est là, hein, je peux vous dire. Enfin là, c'est pas blanc, mais enfin, dans le studio là-bas, j'ai vu que c'était blanc. Donc celui-là, il est inrecyclable. Parce que la dépense énergétique qu'il faudrait consentir pour aller récupérer les quelques fractions de pour mille que vous avez dans la peinture, ou de pourcents que vous avez dans la peinture, que vous avez soigneusement étalé au pinceau en couches très fines, en couches très minces, histoire de ne pas en consommer trop partout sur les murs des bâtiments, c'est juste la dépense énergétique pour récupérer tout ça, elle est hors de portée. Et en fait, vous avez un tableau que vous pouvez consulter dans des rapports sur la question, où vous avez le taux de recyclage par élément du tableau de Mendeleïev. Et vous verrez que les éléments qui se recyclent beaucoup, vous avez quelques métaux qui se recyclent beaucoup, et c'est à peu près tout. L'essentiel du reste ne se recycle pas. Je vais vous prendre un autre exemple idiot, l'hélium. Une fois que vous avez utilisé l'hélium, il est parti dans l'atmosphère. Vous ne recyclez pas l'hélium une fois qu'il est dans l'atmosphère. C'est infaisable. D'accord. Voilà. Donc on recycle bien l'acier, le cuivre, le plomb, l'étain, enfin voilà, quelques grands et petits métaux. L'essentiel du reste, voilà. Et après, en plus, vous avez des recyclages dans lesquels vous gagnez de la ressource, mais vous ne gagnez pas d'énergie. Par exemple, le recyclage du papier, ça c'est un truc que peu de gens savent, c'est pas moins d'énergie que de faire du papier à partir de bois. Parce que le processus de désancrage du papier déjà utilisé est un processus très énergivore. Et ça, je me rappelle très bien au moment où j'avais travaillé sur les premiers facteurs d'émission du bilan carbone. C'est un truc qui m'avait beaucoup étonné. Donc le recyclage du papier, ça permet d'éviter de couper des arbres. Donc ça, c'est pas idiot. Mais par contre, ça ne permet pas d'éviter du CO2. Marrant, hein? Faire des arbitrages comme d'habitude. Voilà, absolument. Donc, voilà, mais il y a plein de ressources aujourd'hui, encore une fois, qu'on n'est pas capable de recycler de façon... et puis après, vous avez de la substituabilité entre éléments qui n'est pas non plus toujours possible. Donc on va aussi avoir un sujet sur les ressources, parce que, comme je le disais tout à l'heure, extraire et recycler des ressources, c'est aussi de l'énergie. Donc à partir du moment où vous n'avez pas beaucoup d'énergie, même certains recyclages deviennent compliqués à faire. Mais est-ce que vous avez quand même un scénario un peu positif où les planètes s'alignent et puis nos enfants pourront avoir des petits-enfants qui pourront eux-mêmes avoir des petits-enfants? Alors, si le scénario un peu positif, c'est qu'on peut trouver des choses à faire dans ce monde-là, la réponse est oui. Si le scénario un peu positif, c'est qu'on va pouvoir tranquillement se la couler douce comme avant et bénéficier des mêmes choses au même prix, en même quantité, la réponse est non. Ouais, donc on ne va pas vivre... linéairement mieux que... ou alors mieux, c'est différent. Un peu comme ce que dit ici. Voilà. Mieux, c'est différent. Ouais, quand votre médecin vous dit que vous êtes cassé la jambe, je ne sais pas s'il appelle ça un scénario... C'est une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si c'est un scénario positif ou négatif. Mais c'est une information dont vous êtes obligé de tenir compte. Alors, la question de Damien... Non, mais oui, on va devoir transpirer, hein, c'est évident. Oui, alors on a cassé l'ambiance. Bah ouais. Damien Aguès de Décorec, est-ce que votre question est je suis là. Vraiment différente? Écoutez, moi je pose la question par rapport aux panneaux solaires. Aujourd'hui, notre électricité, elle provient en France à 92% du nucléaire, des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité.
Est-ce que ça fait sens, du coup, de mettre des panneaux solaires, comme on nous en fait la pub, sur nos toits d'usine ou sur les ombrières pour protéger nos voitures du soleil? Le photovoltaïque en France, il a commencé à beaucoup se développer au moment du Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement est une grande concertation dont vous vous rappelez peut-être, qui avait été organisée par Sarkozy après son élection, et dans lequel Sarkozy avait dit « on ne parlera pas de nucléaire ». Les antinucléaires ont dit « ah, on ne parlera pas de nucléaire, très bien, nous ne parlerons pas de nucléaire, on va juste se contenter de faire la promotion des énergies renouvelables électriques ». Voilà. Donc de cette époque-là, date le fait qu'en France, la politique sur les énergies renouvelables a été essentiellement sur des énergies électriques, pas du tout parce que c'était pertinent pour le climat, parce que c'était vu par les antinucléaires comme une manière de s'attaquer au nucléaire. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un plan à l'allemande, où là, le nucléaire était l'ennemi désigné officiel, consistant à subventionner des éoliennes et des panneaux solaires. Et à ce moment-là, l'argument mis en avant par les gens qui soutenaient cette mesure était effectivement de remplacer du nucléaire. Alors sur le plan du CO2, on ne gagne rien. Ça, c'est très clair. En fait, on perd même un peu, parce que le solaire exploitant une énergie diffuse, parce qu'il y a beaucoup de soleil sur Terre, mais il y a beaucoup de surface sur lesquelles tombe le soleil aussi, donc par mètre carré, il n'y en a pas tant que ça. Eh bien, puis le rendement d'un panneau, c'est 10-15%, hein, c'est pas 100, plutôt 15. Ça veut dire que le solaire, il faut manipuler des quantités significatives de matière pour faire le collecteur qui va permettre de récupérer l'énergie du soleil. Et à l'arrivée, vous avez à peu près 10 fois plus d'émissions de CO2 par kilowattheure qu'avec du nucléaire. Alors ça reste des petits chiffres. Pour vous donner des ordres de grandeur, quand vous faites un kilowattheure électrique avec du charbon, c'est 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique. Quand vous faites avec du gaz, c'est 400 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Avec du nucléaire, en France, c'est 4 grammes par kilowattheure électrique. Avec du photovoltaïque, on est plutôt à 40. Donc vous voyez, ça reste faible par rapport au gaz. C'est 10 fois moins que le gaz. Donc vous pouvez mettre ça dans les énergies bas carbone. Mais c'est quand même 10 fois plus que le nucléaire. Donc si vous remplacez du nucléaire par du PV, on n'a rien gagné. Même l'éolien, qui est à 10 grammes de CO2 par kilowattheure, vous n'avez rien gagné non plus. Après, il y a un deuxième truc qu'il faut bien voir, c'est que tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité à large échelle et avec des moyens physiques accessibles, vous ne pouvez pas supprimer la centrale nucléaire parce que vous mettez du photovoltaïque, vous pouvez juste ne pas vous en servir quand il y a du soleil. En fait, quand vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, l'Allemagne, alors je suis désolé, j'ai manipulé des chiffres encore, hein, mais on vous avait prévenu tout à l'heure que je vous ferais mal à la tête. J'espère que vous êtes venu avec du Doliprane ou de l'aspirine. L'Allemagne avait 100 gigawatts de capacité électrique pilotable, c'est-à-dire celle qu'on peut augmenter et baisser à la demande, indépendamment du vent et du soleil, en 2002. Là-dedans, vous aviez du charbon, du gaz, du nucléaire, de l'hydroélectricité. En 2022, l'Allemagne a toujours 100 gigawatts de capacité pilotable. Moins de nucléaire, plus de gaz. À ça, elle a rajouté 120 gigawatts, à date on doit même être à 130, d'éolien et de solaire. Donc l'éolien et le solaire n'ont pas permis de faire baisser la capacité pilotable installée, simplement le facteur de charge de cette capacité pilotable, lui, il a perdu 15%. C'est-à-dire au lieu de s'en servir la moitié de l'année, on s'en sert 35% du temps. Mais on est obligé de les garder, parce que sinon, les industriels allemands n'ont pas d'électricité quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et comme les industriels allemands, vos compétiteurs, ne sont pas du tout des gens qui ont envie de se passer de produire quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, enfin en tout cas c'est pas comme ça que vous les connaissez je pense, l'Allemagne a donc dupliqué les capacités installées, des capacités renouvelables plus des capacités pilotables, enfin des capacités renouvelables intermittentes, éolien solaire, plus des capacités pilotables. Du coup à l'arrivée c'est normal que le système vaille plus cher puisqu'on a doublé les capacités. Donc c'est normal que le prix de l'électricité ait fortement augmenté dans tous les pays européens qui ont déployé de l'éolien et du solaire. On peut le faire pour de bonnes raisons, c'est pas le sujet. Hein. Mais le sujet, c'est que fatalement, ça fait augmenter le prix global. Bon. Alors, installer de l'éolien et du solaire dans des pays qui ont des centrales à charbon et à gaz, pour éviter d'utiliser du charbon et du gaz quand il y a du vent et du soleil, c'est pas idiot. C'est même un truc à faire. Hein. Donc que la Pologne et l'Allemagne installent des éoliennes et des panneaux solaires pour remplacer une partie du charbon qu'ils utilisent, ça c'est intelligent. Par contre, ça ne permettra pas d'aller jusqu'au bout du chemin, puisque tant qu'on n'a pas réglé le problème de la sécurité d'approvisionnement quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, vous ne pouvez pas supprimer les capacités fossiles qui sont là en backup. Donc si on veut être net zéro, il manque un maillon dans l'histoire qui est la capacité de stocker à très large échelle sur plusieurs mois, parce que le problème, il ne se pose pas à l'échelle de la journée. À l'échelle de la journée, les batteries des voitures électriques vont faire le job. Mais par contre, à l'échelle de plusieurs mois, c'est inenvisageable. Hein. Tout le lithium des réserves prouvées aujourd'hui dans le monde, alors bon, évidemment, il y aura d'autres réserves, hein, mais peu importe,
permettrait de stocker 3 jours de production électrique dans le monde, sur batterie. Hein. Donc vous voyez, on ne va jamais faire des batteries à large échelle pour stocker sur réseau. Enfin, les opérateurs de réseau, vous leur posez la question, ils vous disent jamais de la vie, ça n'arrivera jamais. Sur réseau, pour stocker à large échelle, il faut faire du gaz. En fait, il faut électrolyser de l'eau, faire de l'hydrogène, faire du gaz de synthèse. Vous pouvez éventuellement aussi imaginer avoir du biogaz, mais quand vous regardez les quantités qu'il faut, il en faut quand même beaucoup, pour contrebalancer l'intermittence des énergies renouvelables. Et à partir du moment où vous faites ça avec de l'hydrogène généré par électrolyse, le rendement de chaîne électricité vers gaz et gaz vers électricité, à l'arrivée, c'est 25%. Donc vous devez multiplier par 4 la production électrique que vous allez devoir stocker sur des mois. Donc c'est ça le nœud gordien du système. Faire une éolienne, c'est très simple. Faire un système complet basé sur des éoliennes, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un système complet basé sur des modes pilotables. En bas carbone, vous avez l'hydroélectricité et le nucléaire. En haut carbone, vous rajoutez le charbon et le gaz, en gros. Hein. Voilà. Donc en France, avoir voulu remplacer du nucléaire par des panneaux solaires et des éoliennes était personnellement quelque chose auquel je me suis opposé avec le succès que l'on sait, puisque c'est ça qu'on a fait quand même, parce que je considérais que c'était une perte de temps et d'argent pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, et que c'était même pas ça qui allait nous permettre de nous débarrasser des centrales nucléaires, quand bien même on aurait pensé que c'était très dangereux, puisqu'il fallait qu'on les garde en capacité pilotable de backup. D'accord ? Donc voilà. Aujourd'hui, quand on déploie donc ce genre de... En fait, les gens à qui on rend service, c'est à nos voisins. Donc ce qui se passe, c'est qu'on décarbone surtout l'électricité des voisins avec les éoliennes et les panneaux solaires qu'on installe chez nous. Mais là, il y a un tout petit sujet économique. Je ne vois pas pourquoi c'est les Français qui paieraient de quoi décarboner l'électricité allemande, surtout que les Allemands ont plus de pognon que nous. Vraiment pas. Et quand les Allemands se sont battus à l'Europe pour avoir les interconnexions, en fait, c'est ça qu'ils réclament. Ils réclament la possibilité de pouvoir décarboner leur électricité consommée chez eux, notamment avec les investissements faits par les voisins. Bon. Donc, tout ça peut éventuellement flotter avec des contreparties, avec un truc bien pensé, etc. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même quelques trucs qui n'ont pas été bien pensés dans le système, et notamment le fait, encore une fois, que de substituer des énergies décarbonées entre elles, c'était probablement pas l'urgence. Voilà. Alors, et si vous avez le temps, je vous invite, alors c'est beaucoup plus long que moi ce soir, c'est vous dire si c'est long, comme disait l'autre, je vous invite à regarder toutes les auditions filmées publiques d'une commission d'enquête qui a eu lieu, enfin qui est en ce moment en train de travailler à l'Assemblée nationale. Alors bon, il y a eu des manœuvres politiciennes, à mon avis, derrière la création de cette commission d'enquête, parce que c'est un républicain qui la préside. Bon, bref, peu importe. Donc cette commission d'enquête, elle s'appelle la commission d'enquête sur la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique de la France. Oubliez le titre, on s'en fout. Il y a 50 auditions qui durent entre 2 et 3 heures chacune, donc je vous assure que vous avez le temps d'éplucher les patates. Hein, moi, j'ai épluché beaucoup de patates, on les fait cuire beaucoup de pâtes en écoutant les auditions. Et là-dedans, tout y passe. Les anciens présidents d'EDF et l'actuel, les anciens industriels de l'énergie nucléaire, les industriels actuels et passés du pétrole. Donc vous avez le Floc Prigent qui est passé, vous avez de Margerie qui est passé, vous avez Engie, donc MacGregor qui est passé, vous avez le patron de Framatome qui est passé. Enfin voilà, écoutez, c'est super instructif. Vous pensez ce que vous voulez du nucléaire, de l'éolien, on s'en fout. C'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que les gens déroulent leur vision de la situation. Et pour une fois, je tire mon chapeau à du travail de parlementaire, moi qui ai facilement la dent dure avec les politiques, parce que vraiment, ils ont bossé. Vous voyez que les questions qu'ils posent ne sont pas des questions à côté de la plaque. Enfin voilà, ils ont creusé le sujet. Les débats sont calmes. C'est pas la foire d'empoigne. Le ton est posé. Enfin vraiment, c'est très intéressant. Donc allez écouter et vous aurez une histoire de la politique énergétique de la France sur les 20 dernières années. Vous aurez un décryptage vraiment intéressant de ce qui s'est passé. Et je vous conseille de démarrer par le début. Alors, vous pouvez zapper mon intervention qui est au début, parce que ça, vous n'allez rien apprendre, mais, parce que vous avez déjà eu tout ce soir. Mais commencez par le début, parce que c'est au début qu'ils ont fait venir des gens qui ont une vision un peu large sur le système énergétique et qui ne sont pas directement des industriels du secteur. Et puis après, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et mon sentiment, c'est qu'on est malheureusement un peu parti dans le décor à cette époque-là. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper de faire de la sobriété et de la défossilisation, on s'est occupé de la guéguerre entre les pros et les anti-nucléaires. Voilà, je pense qu'on a perdu du temps. En tout cas, ça me rappelle que j'ai complètement oublié quand je t'ai présenté. Là, tu es en train de dire que tu fréquentes des politiques et des hauts fonctionnaires et que tu es au Conseil pour le climat. Donc
donc voilà, tu as toute cette autre vision de l'intérieur. On fréquente très peu de politiques au Conseil pour le climat. Hein. Ah, ils y viennent pas, en fait, ils s'en foutent. Bah, mais c'est pas qu'ils s'en foutent, on leur demande pas de venir. Non, mais au moins de lire ce que vous produisez. À mon grand dame, du reste, parce que moi, il y a un des trucs que j'aimerais bien faire, c'est qu'on les convoque en audition. Public. Filmé. Non, mais filmé. Quand on voit, pour revenir à cette commission d'enquête, une des vidéos les plus vues de ma pomme sur Internet maintenant, c'est l'audition à cette commission d'enquête. Un ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Je ne sais même pas s'il y a des gens dans la salle qui savent ce que c'est que cette fonction. Si, quand même. Yves Bréchet, il a fait entre 100 et 150 000 vues sur sa vidéo. Donc c'est un exercice de transparence de la vie démocratique qui est remarquable. Vraiment. Voilà. Donc la confrontation aux politiques, on l'a pas au Conseil pour le climat, on est entre nous et on pond des documents qu'on leur envoie, qu'ils lisent ou pas, on n'en sait rien. Bon, voilà. Non, moi, ma fréquentation du politique, elle est liée au fait que ça fait maintenant une vingtaine d'années que de temps à autre, je vais traîner mes guêtres dans un ministère ou à l'Élysée pour voir des conseillers le plus souvent, des ministres de temps en temps, des hauts fonctionnaires de temps en temps. Donc elle est là, ma fréquentation. Et des élus locaux, ça m'arrive aussi de temps en temps. C'est moins fréquent parce que je fréquente plus la classe politique, on va dire, nationale, députés, sénateurs, etc. Les élus locaux, ça m'arrive de temps en temps, typiquement à l'occasion de ce genre d'exercice. C'est-à-dire quand je sors de Paris, quand j'accepte de sortir de Paris, quand je sors de Paris, quand je peux le faire, c'est toujours avec plaisir. Il m'arrive de faire des interventions dans des endroits où les élus locaux sont là, et à ce moment, je vais toujours taper la discute avec eux parce que c'est intéressant. Non, puis on t'a pas encore cloné, donc il n'y a qu'un Jean-Marc Jancovici, donc il faut bien que tu ailles là où c'est. Tant mieux pour vous. Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour des questions? Oui, non. Je sais pas. Question planifiée, tu penses? Parce que les gens qui ont. Est-ce que la raclette s'est totalement transformée en huile? Elle serait totalement transformée en huile. C'est ça la question. Si elle s'est totalement transformée en huile, il est temps d'arrêter. Mais sinon... Alors, une petite question d'abord. Un bonjour de Bernard Accoyer, avec qui j'étais ce matin. Voilà, qui lui aussi, vous pouvez le voir, a une ONG qui traite du nucléaire. Effectivement, le monde sans fin, dormez tranquille jusqu'à 2100. Bon, je conseille à tout le monde, y compris les auditions, notamment Proglio, le haut-commissaire, Jean-Claude, etc. Moi, ma question, c'est de savoir si réellement il n'y a aucune possibilité, puisque dans le monde sans fin, vous concluez finalement qu'on va vers un monde de décroissance. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'il y a un chemin qui nous permettrait quand même de, je dirais, conserver un tout petit peu de croissance? Parce que sinon, si on va vers un monde de décroissance, comment pourra-t-on empêcher que des Chinois ou des Indiens qui voudraient avoir la vie qu'on a aujourd'hui en France finalement ne se tapent pas dessus ou ne viennent pas nous taper dessus et qu'on déclare un petit peu une guerre mondiale qui est ce qui permet à l'humain souvent de un peu tout casser pour rebondir. Alors malheureusement... Le gros mot est arrivé. Hein. Oui, absolument. En toute fin, merci. Alors malheureusement, nous n'échapperons pas plus à la décroissance des flux que vous et moi n'échappons au vieillissement. Voilà, donc il faut faire avec. C'est pas très drôle de vieillir toujours pour tout, mais il faut faire avec parce que sinon, de toute façon, on peut pas faire sans. C'est un truc physique. Donc j'ai dit tout à l'heure sur toutes les ressources non renouvelables, c'est mathématiquement démontrable que on passe par un maximum de la consommation et que ça décroît derrière. C'est comme ça. Donc la décroissance des flux physiques, elle arrivera de toute façon. Et en fait, en Europe, elle a déjà commencé. Quand vous regardez, je vais vous donner deux flux physiques en Europe, les tonnes chargées dans les camions et la quantité de mètres carrés qu'on construit par an. Eh bien, pour ces deux indicateurs-là, et c'est de nouveau pas un hasard avec 2008 et le pic de production du pétrole, le maximum, c'était 2007. Le maximum de mètres carrés construits dans l'année en Europe, ça a été 2007. Depuis, et ceux d'entre vous dans la salle qui servent l'industrie de la construction savent peut-être qu'en tendance, depuis cette année-là, on construit de moins en moins. Et c'est parti pour... voilà, on va continuer. Et les tonnes chargées dans les camions, c'est pareil. On est passé par un maximum en 2007, tout simplement parce qu'avec moins d'énergie, parce que l'approvisionnement énergétique de l'Europe est passé par un maximum, et donc avec moins d'énergie, on transforme moins. Si on transforme moins, on fait moins de produits en tonnage, et donc on en charge moins dans les camions. Voilà. Donc, et ça va continuer. Alors, est-ce que ça va nécessairement nous rendre malheureux? Ça dépend où on se situe. Si nous considérons qu'aujourd'hui, nous sommes un peu des obèses énergétiques, est-ce que ça va nous faire du mal de diminuer notre consommation d'énergie? Pas nécessairement.
Après, si je continue ce parallèle, il y a un seuil en dessous duquel ça commence vraiment à vous faire mal, même si vous mangez trop. Le fait de diminuer, à un moment, il vaut mieux s'arrêter de diminuer, quoi. Et en fait, c'est ce moment-là qui va commencer à être vraiment difficile. Alors, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on est très au-dessus du seuil. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la décroissance qui peut se faire sans grande douleur. De la décroissance physique, hein. Si on diminue significativement le kilométrage en avion des Français dans l'année, alors c'est emmerdant parce qu'il faut reconvertir Airbus. Sur notre bonheur à nous, bon, à part qu'on n'aura pas le snobisme de dire à un dîner en ville qu'on est allé aux Seychelles, on s'en fout un peu, quoi. Quelque part, il y a de très beaux paysages en France, et les moments les plus heureux de notre vie ne sont pas nécessairement ceux où on est allé le plus loin. Donc bon. Et puis on fera comme peuvent faire. On a encore un peu de marge avant qu'on ne puisse plus du tout faire ce que font une partie des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire ils se prennent une année sabbatique et ils courent le monde sans avion, en vélo, en train, en je sais pas quoi. Ils découvrent le vaste. Et en fait, ils vont beaucoup plus voir le monde que quelqu'un qui aurait fait 15 vols en avion pour aller au Club Med à chaque fois. Non ? Bon. Donc on a de la marge pour faire des choses qui restent intéressantes. Dans un monde dans lequel on a moins d'énergie. Et puis c'est pareil, si au lieu de se déplacer dans une bagnole d'1,5 tonne, on se déplace dans une bagnole de 500 kg ou à vélo électrique, je suis pas sûr que ça va nous rendre fondamentalement au bout de notre vie, quoi, comme diraient certains. Voilà, donc je pense mais par contre c'est une affaire, alors cette affaire-là est une affaire d'organisation, c'est une affaire de désir collectif, c'est une affaire d'équité. Parce que plein de gens vont se dire, il n'y a pas de raison que je roule dans une bagnole à 500 kg pendant que M. Bernard Arnault continue à voler dans son jet privé. Donc, donc les défis sont plus là pour moi. Ils sont dans le récit qu'on est capable de se raconter. Ils sont dans les objectifs dans les valeurs qu'on est capable de partager, dans la façon dont on se représente l'équité, etc. C'est beaucoup plus là le défi que véritablement dans l'enjeu de diminuer la consommation matière, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de gras. Hein, beaucoup. C'est quand on sera à l'os que ça sera vraiment dur, mais pour le moment on n'y est pas. Donc je pense qu'on a... Pour répondre à la question sur les Indiens, si vous fumez 20 cigarettes par jour, qu'est-ce que vous pouvez raconter à quelqu'un qui en fume 3 sur le fait que c'est pas bien de fumer? Rien. Donc tant qu'on n'a pas fait chez nous de toute façon une partie du boulot, c'est même pas la peine de se poser la question de savoir ce qu'on va raconter aux Indiens. Alors les Chinois, on n'a rien à leur raconter non plus, parce que le milliard et quelques de Chinois, aujourd'hui, c'est 400 millions d'Américains et 800 millions d'Indiens. C'est ça la Chine aujourd'hui, hein. Vous avez 400 millions d'habitants sur les côtes qui vivent comme vous et moi, à peu de choses près, et vous avez 800 millions de gens ailleurs que dans les villes et sur la côte qui vivent, eux, plutôt comme des Indiens. Bon. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est pour... Bon. Les 400 millions qui vivent et qui sont aux commandes, par ailleurs, bah, vous leur racontez rien non plus, de toute façon. Ils vivent déjà comme vous. Bon. Donc, je ne crois pas qu'on ait grand-chose à leur dire tant que nous, on n'est pas capable de s'organiser. Alors, on me posait la question tout à l'heure, est-ce que j'ai quand même un message d'espoir? Oui, j'en ai un. On est les champions du monde du système D. Je vais vous le dire autrement, on est les champions du monde de l'optimisation sous contrainte. On fait, il faut accepter de se le dire, parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Parce qu'il y a une culture en France, et c'est ça qui fait qu'on est bon aux deux extrémités du spectre. On est bon dans la démerde individuelle, donc on fait des bons architectes, des bons couturiers, des bons pâtissiers, des bons etc. Et on est bon dans l'organisation des grands systèmes complexes, quand on n'essaye pas d'imiter l'économie libérale des autres, qui n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait, avant de commencer à mettre des trucs qui marchaient pas dedans, parce qu'on a voulu imiter je sais pas qui, on a fait un système électrique remarquable, on a fait un système ferroviaire remarquable, on a fait un système hospitalier remarquable. Donc on est très très bon dans l'organisation, il y a que les Français pour s'en plaindre de tout ça, hein. On est très très bon dans l'organisation des grands systèmes complexes. Or, le problème que j'ai évoqué ce soir, il va demander de l'ingéniosité, de la créativité, de l'optimisation sous contrainte et de la gestion des grands systèmes complexes. Donc j'ai envie de dire, c'est pour nous. Il faut qu'on fonce, nous. C'est pour nous. Par contre, il faut qu'on le fasse intelligemment. Et donc, il ne faut pas qu'on le fasse en essayant de courir 50 lièvres à la fois. Et il ne faut pas non plus qu'on le fasse en se trompant de cahier des charges. Donc, ce qu'on a fait, le coup PV versus nucléaire, ça c'est une erreur de cahier des charges. On a perdu notre temps, on a perdu nos cervelles. On aurait mieux fait de leur faire autre chose. Mais si on est fonceur, j'ai envie de dire, dans cette direction-là, moi je pense qu'on a un avenir à ce titre. Je pense qu'on a un avenir à ce titre. Mais c'est une super conclusion, parce que déjà, on avait besoin d'un petit peu d'optimisme. Pas vrai? Mais il faut faire chez soi d'abord. Vous êtes tous bien placés pour savoir qu'à l'international, ça ne se conquiert pas tant qu'on n'est pas bon sur son marché domestique. Donc il faut qu'on fasse chez nous d'abord.
Je trouve que c'est canon. Je voudrais vous remercier pour votre attention, parce que normalement c'est 18 minutes maximum l'attention. Là, ça doit faire 3h30 qu'on est ensemble. On s'adore toujours. Il y a un truc entre nous, je trouve. Donc, on va clore, sauf si tu as une dernière chose à nous dire, non, mais... si c'était le mot de la fin, je peux pas rajouter un mot de la fin au mot de la fin. Moi, je trouve que c'était positif et... Ouais, on peut... Hein, alors, j'ai un petit truc à dire. Je crois que Jean-Marc meurt de soif parce que il y a... Voilà. Mais non, j'ai de l'eau. Oui, mais je parlais de... J'essaye de t'aider, là. Wow. Donc, ce qui serait bien, c'est que la foule s'écarte pour laisser passer Jean-Marc, parce que sinon, tout le monde va lui sauter dessus en descendant. J'ai déjà vu comment ça se passe. Oui, je sais. Alors, j'arrive quand même à boire en parlant. Par contre, s'il y a de quoi manger... Oui, alors là, de temps en temps, j'interromprai peut-être mes réponses 15 secondes, le temps de mâcher une bouchée, parce que sinon, effectivement, je ne mange pas. Donc, je pense que Jean-Marc va rester avec nous. Vous pourrez lui poser quelques questions, mais il faut le laisser boire et manger. Et aussi, il y a un petit message personnel. C'est une autre référence à une chanson de Françoise Hardy. Je crois que tu n'as pas super envie de signer des trucs, parce que sinon, tu ne pourras ni boire ni manger. Donc... Mais si on je suis désolé, j'ai un traitement égalitaire pour les dédicaces. Il y en a certains qui sont venus avec des bouquins, parce qu'en général, quand il y en a un qui sort un bouquin et que je dis oui, il y en a 50 autres qui apparaissent. Et comme j'ai horreur de faire des dédicaces à la chaîne, que j'aime bien savoir à qui je dédicace et pourquoi, ça me prend 2 minutes par dédicace. Donc tous ceux dans la salle qui peuvent faire une règle de 3, 50 x 2, j'y passe 100 minutes. Donc voilà, je ne fais que ça. Voilà, bonsoir. Merci à tous.